toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter effectivement les résultats de l'enquête Apache, Attentes et parcours liés au chemsex, qui a été réalisée par l'OFDT en 2019 à la demande de la Direction Générale de la Santé, avec la participation de Tim Desclerc, qui est dans la salle, et de Laurent Glissade, qui n'est pas dans la salle aujourd'hui, je crois. Alors, cette enquête a été commanditée par la DGS dans un moment déjà de préoccupation très très importante liée au chemsex. Et avant de vous présenter donc l'enquête, je voudrais donner quelques éléments de cadrage sur les chiffres dont on dispose aujourd'hui, qui permettent de mesurer l'ampleur des pratiques chemsex. Donc les estimations dont on dispose dépendent de ce que l'on compte et donc dépendent de la définition du chemsex. Donc ça a été évoqué, cette définition aujourd'hui est discutée, voire controversée. Là, je vais me centrer sur les enquêtes qui sont conduites auprès de profils généralistes d'hommes gays et d'autres hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, donc des HSH recrutés en ligne, et non pas dans des services spécialisés qui là reçoivent des personnes déjà en difficulté. Ces enquêtes dont on dispose sont menées auprès d'échantillons très importants de HSH avec ces profils généralistes, c'est-à-dire plus de 10 000, plus de 18 000 personnes. Donc elles ont une approche similaire du chemsex, mais là aussi elles ne comptent pas la même chose. C'est-à-dire on a des enquêtes qui ont une unité de mesure, un indicateur relativement large pour définir le chemsex, qui est la consommation de quelques substances à l'occasion, dans un contexte sexuel, l'année précédant l'enquête. Et là, on obtient une proportion de 13 à 14% de chemsexeurs parmi les répondants. Et des enquêtes qui mobilisent un indicateur plus fin, donc qui serait plus proche de pratiques qui peuvent devenir problématiques, c'est-à-dire la consommation plus importante de produits et plus fréquente à l'occasion du dernier rapport sexuel. Ces enquêtes obtiennent une proportion de 5 à 7% de chemsexeurs parmi les répondants en ligne. Alors, Apache n'est pas une enquête quantitative, c'est une enquête qualitative, donc avec une approche compréhensive. Et là, l'objectif était de chercher à mieux comprendre l'expérience du chemsex du point de vue de chemsexeurs, pour voir dans quelle mesure, en partant de ce point de vue, on pouvait être en mesure de mieux éclairer les réponses publiques existantes ou à conduire pour venir en aide aux personnes en difficulté. Un objectif secondaire de cette enquête est de réaliser une mise en perspective avec le point de vue des intervenants mobilisés auprès des personnes en difficulté. Alors, 37 chemsexeurs ont été rencontrés dans le cadre d'entretiens individuels approfondis. Il s'agit d'un échantillon avec des profils diversifiés au plan de l'âge, puisque le plus jeune de ces chemsexeurs avait 22 ans au moment de l'enquête et le plus âgé 64 ans. Des chemsexeurs également avec un profil diversifié en termes de qualification et de profession, avec, vous le voyez à l'écran, je ne vais pas passer tout en revue, mais vous voyez aussi bien donc, des personnes avec des niveaux de qualification Bac plus 4, Bac plus 5, mais également des personnes avec un niveau de qualification collège, Bac plus 3, des informaticiens, des architectes, des maçons, des costumiers, des infirmiers. Un profil également dans cet échantillon très diversifié en termes d'implication dans le chemsex au moment de l'enquête, avec 25 personnes qui pratiquaient le chemsex, mais 7 personnes qui l'avaient arrêté depuis quelques mois et 5 qui l'avaient arrêté depuis 2 à 5 ans. La durée des parcours est également très différente, avec 9 personnes ayant pratiqué le chemsex ou pratiquant le chemsex depuis quelques mois à 2 ans, et 7 personnes ayant pratiqué le chemsex pendant plus de 10 ans. On a environ dans l'échantillon à peu près une moitié de personnes qui pratiquaient l'islam et une moitié de personnes qui ne pratiquaient pas. Idem s'agissant du contact avec des dispositifs d'accompagnement ou d'aide pour des problématiques chemsex, une moitié de personnes qui avaient ou qui avaient eu un contact avec ces dispositifs et une autre moitié qui n'avait pas ces contacts-là, n'avait jamais eu ces contacts-là. Un échantillon également diversifié au plan du statut VIH, avec pour moitié des personnes séropositives et pour moitié séronégatives.
et des personnes qui ont été rencontrées dans plusieurs villes de France et également en milieu rural. Donc là, je fais un plan sur le fait que cet échantillon est diversifié pour vous dire qu'on a cherché à recueillir un panel d'expériences très diverses du chemsex, ce qui est une des richesses de l'enquête. Néanmoins, on n'est pas sur un échantillon représentatif, donc des chemsexeurs ne se retrouveront pas nécessairement dans ce qui émerge de cette enquête-là. Alors, ce qui est le plus marquant et ce qui ressort quand on essaye d'avoir cette approche compréhensive du chemsex du point de vue des personnes, c'est que le chemsex est avant tout une expérience de vie et une expérience de plaisir multiples, pluridimensionnels, et qui sont pour les personnes ou qui ont été connectées à des enjeux majeurs de réalisation personnelle. Et le chemsex, pour les personnes rencontrées, peut se révéler également très contradictoire en termes d'expérience. Cet élément-là est central vraiment pour l'élaboration de réponses adaptées, dans la mesure où il implique de pouvoir adopter une perspective positive des pratiques de chemsex, c'est-à-dire une perspective qui ne soit pas cristallisée sur les risques ou sur les dommages, pour mieux répondre aux prises de risques. Donc il ne s'agit aucunement de promouvoir le chemsex, mais de pouvoir avoir une approche qui ne pathologise pas ces pratiques, dans la mesure où elles ont été connectées à quelque chose de très positif, très fort, très important pour les personnes. Alors, quand je parle de la dimension des plaisirs, très important dans le chemsex, des plaisirs pluridimensionnels, juste vous dire ce que font remonter les personnes donc interrogées. D'une part, bien sûr, le chemsex est associé à des plaisirs physiques liés aux effets des drogues en contexte sexuel, qui sont très importants, et à ce point important qu'ils sont très difficilement communicables. Ils sont aussi très difficilement communicables parce qu'ils passent par le corps, mais aussi parce qu'il y a ce double tabou dans le chemsex, le tabou des plaisirs liés aux drogues et des plaisirs du sexe entre hommes. Mais il y a une autre dimension de plaisir, peut-être au moins aussi importante que ceux qui sont liés au plaisir du corps. C'est l'idée qu'au travers du chemsex, certaines personnes vont aussi vivre à un moment donné une connexion de l'ordre de la romance ou de l'ordre d'une relation amoureuse qui peut être fugace, mais c'est néanmoins quelque chose qui peut être vécu ou recherché dans les pratiques chemsex. Également, ce qui peut être vécu ou recherché, ce sont des moments de partage et de sociabilité qui sont vécus très fortement par des personnes justement qui sont isolées. Donc c'est ça aussi l'expérience du chemsex. Et une autre dimension très importante qui est remontée, c'est la dimension d'un lâcher-prise. Donc l'idée que le chemsex permet un lâcher-prise qui est à la fois au plan physique et identitaire, c'est-à-dire vraiment une désinhibition physique qui permet pour la première fois de s'autoriser à vivre des pratiques que l'on ne s'est jamais autorisé à vivre, ce qui est très important pour les personnes, mais aussi, enfin, pour la première fois, le fait de s'autoriser tout simplement à vivre son identité sexuelle, qui est une dimension très importante, en particulier pour les personnes qui ont vécu, qui ont souffert d'homophobie et qui souffrent d'homophobie intériorisée. Donc le chemsex, ça peut être tout ça à la fois, toutes ces dimensions, qui, pour les personnes qui rencontrent des difficultés, ont une face sombre, si je puis m'exprimer ainsi, où là, du côté du corps, ce qui est expérimenté, c'est plus du tout les plaisirs, mais c'est au contraire l'incapacité à atteindre une satisfaction sexuelle, l'incapacité de l'orgasme, l'incapacité de l'érection. Du côté des drogues, pas du tout le plaisir, mais les souffrances liées à l'abus de drogue, à la dépendance. Au plan des relations, là, ce qui est expérimenté, c'est non pas des échanges, une connexion intime, mais au contraire, le sentiment d'être dans un moment de non-partage, de présence de corps ensemble, donc une consommation de chair qui est vraiment déshumanisée. Au contraire de la sociabilité chaleureuse, importante, ce qui peut être remonté, c'est le sentiment d'un isolement. Le chemsex, ça peut être un isolement dans un collectif, ce qui va soulever là les questions possibles des pratiques abusives ou de non-consentement. Donc pour les personnes en difficulté, il y a ce vécu ambivalent et contradictoire des plaisirs du chemsex. Mais donc le challenge, en cas de difficulté pour les personnes, consiste quand même à accepter de renoncer à quelque chose qui, à un moment donné, a été extrêmement fort, donc je vous l'ai dit, au plan du corps, de la relation amoureuse, de la sociabilité et de l'expression de soi. Donc comment peut-on renoncer à une telle expérience ? Là, l'expression n'est pas de moi, mais de David Stewart, de dire, en gros, ça revient à
accepter de revenir sur Terre après avoir connu le paradis. Donc il peut y avoir une crainte, une réalité exprimée des personnes d'un sentiment de fadeur, qui est très difficile à dépasser, donc fadeur de la vie hors chemsex, fadeur possible de la sexualité sans produit, ou fadeur, une crainte de devenir soi-même fade, la crainte d'une déconnexion, de ne plus être capable de rencontrer quelqu'un sans passer par les applis, ou plus être capable d'avoir une sexualité sans mobiliser des produits. Donc ça, c'est le premier challenge pour les personnes qui sont en difficulté. Et un autre challenge est de parvenir à gérer l'ambivalence de ces parcours. Donc de demander de l'aide alors que peut-être les personnes se disent « là, elles sont très très mal, elles ont besoin d'aide, mais elles ne souhaitent pas forcément arrêter ». Un challenge qui est aussi celui de comment parler d'une expérience qui est si contradictoire, quels mots trouver, est-ce que l'on va être entendu ? Du côté des intervenants, en lien avec cette signification du chemsex pour les chemsexeurs, le challenge consiste à pouvoir prendre en considération dans cette expérience de manière positive, prendre en considération ses plaisirs et dialoguer autour de ces plaisirs. Donc là, ça pose déjà des éléments qui ont été soulevés, la question de pouvoir former au non-jugement, de pouvoir former pour sortir du tabou, des plaisirs et des stigmates. Un autre challenge consiste à pouvoir ouvrir le dialogue sur les consommations de produits, qui pose la question des formations concrètes aux produits, ceux qui sont consommés, quels sont leurs effets. Et vraiment, de façon centrale, le challenge de pouvoir considérer que le chemsex désigne bien plus que du sexe avec des drogues, et donc de très concrètement mettre en place cette approche de santé globale, individualisée, qui en pratique implique un rapprochement des dispositifs, une réelle articulation entre les dispositifs, notamment de santé sexuelle et d'addictologie. Je ne sais pas s'il faut que j'accélère ou pas. Non. Alors là, je vais vous parler donc des trajectoires qu'on a aussi, trajectoires en chemsex qu'on a aussi explorées dans cette enquête. Et ce qui ressort donc, sur cet échantillon que je vous ai présenté, c'est qu'il n'y a pas de règle. Les personnes que nous avons rencontrées, on dit pratiquer le chemsex pour la plus jeune depuis l'âge de 18 ans et pour la personne la plus âgée qui avait débuté à 62 ans. Pas de règle non plus s'agissant de l'initiation aux produits. Certaines personnes consommant des produits en chemsex, mais connaissant la consommation de produits depuis très longtemps dans des contextes festifs. Ou également au moins une personne, ou deux, qui avait découvert les drogues directement en chemsex. Pas de règle non plus dans la mesure où le chemsex, ça peut être une trajectoire heureuse, donc sans difficulté, y compris pour des personnes qui pratiquent le slam, ou alors une trajectoire qui mène à des situations problématiques, voire dramatiques. Et quelque chose de très important, l'idée que ces trajectoires ne sont pas linéaires. Il n'y a pas de progression stéréotypée. Donc là, c'est la même idée que le stéréotype que l'on peut avoir quand on se penche sur les usages de drogue, avec l'idée que les usages de drogue, c'est nécessairement la lune de miel, et à plus ou moins long terme, l'enfer. Ça, c'est un stéréotype. Et pour le chemsex, il y a le même stéréotype dont il s'agit de se défaire. C'est-à-dire que les trajectoires, concrètement, elles sont faites d'aller-retour. Il y a des pauses, il y a des emballements, mais il y a aussi des sorties. Alors, les enseignements de ces caractéristiques des trajectoires, c'est la nécessité d'individualiser pleinement les prises en charge et surtout, donc, pour les intervenants mobilisés, de ne pas avoir de schéma a priori sur un profil de personne ou une progression qui serait probable dans les pratiques chemsex. Il n'y a pas quelque chose qui peut être prévu, qui peut être anticipé. Il y a vraiment des trajectoires individuelles qui vont progresser de façon singulière les unes par rapport aux autres, quelle que soit la situation dans laquelle la personne se présente aux intervenants. Également, un élément très important, en lien avec le fait qu'il y a des allers-retours, des pauses, des sorties, des emballements, l'idée qu'il faut pouvoir travailler avec l'ambivalence des personnes. Il faut pouvoir travailler avec des personnes qui reprennent des pratiques alors qu'elles les ont arrêtées. Et ne pas vivre cela comme un échec. Ça fait partie de la dynamique propre pour certains des trajectoires chemsex que de s'arrêter et puis d'y retourner et de souhaiter s'arrêter à nouveau ou pas. Donc, avoir en tête également l'importance que l'horizon pour les personnes
c'est pas forcément l'abstinence à court terme, à moyen terme ou à long terme. Ça peut être le cas, mais c'est pas forcément le cas. Sur les trajectoires, en accélérant un peu, ce qu'on a remarqué, c'est la présence de facteurs fragilisants pour aller vers des situations problématiques, mais aussi l'existence de ressources pour contrôler les pratiques et l'idée que les trajectoires, elles évoluent. Ouais, alors là, j'accélère vraiment. Pardon. Qu'elles s'inscrivent dans un processus de changement qui, là encore, est propre à chaque personne. Alors, parmi les facteurs fragilisants, on trouve le slam, le contexte de vie, le fait d'avoir une sociabilité plus ou moins importante avec d'autres chemsexeurs, le temps passé sur les applis, mais aussi les ruptures biographiques, une séparation par exemple ou un deuil. Donc ces éléments peuvent engager un emballement des pratiques vers des situations problématiques, mais il y a aussi des ressources qui sont mobilisées par les personnes, des ressources là que j'ai appelées les autocontrôles, c'est-à-dire des limites où les personnes se fixent elles-mêmes en termes de produits, ce que l'on va accepter de consommer et ce que l'on va refuser de consommer, et les personnes se tiennent à ces limites-là. Les contrôles peuvent être posés en termes de fréquence, de participer, se dire que l'on va participer une fois par mois à une pratique chemsex et pas plus. Il y a aussi des régulations collectives qu'on a pu remarquer dans cette enquête, donc plusieurs. Mais là, par exemple, il faut que j'aille plus vite, le fait de désigner un référent slam dans les session chemsex, pardon, une personne donc plus expérimentée sur la pratique de l'injection qui va accompagner d'autres personnes. Et dans les ressources qui permettent également de réguler, de protéger d'une dérive, il y a bien sûr les supports sociaux, donc la famille, les amis, et aussi les intervenants et les dispositifs d'aide existants. Alors ces éléments-là, ils invitent à une vigilance sur ces facteurs de risque que je viens d'énoncer, une reconnaissance des autocontrôles et des régulations collectives qui existent, une reconnaissance et un renforcement de ces ressources quand elles fonctionnent, et également la capacité de pouvoir accompagner des dynamiques individuelles de changement. Sur les risques, en 2 minutes. Ce qui ressort, c'est qu'il y a 2 dimensions importantes par rapport au risque. Il y a celle de le connaître et il y a celle de du positionnement personnel par rapport au risque, ce qui n'est pas la même chose. En termes de connaissance des risques, ce qui est remonté de cette enquête, c'est qu'il y avait un besoin d'information très important s'agissant des risques liés aux drogues. Les produits, les modalités d'usage, en particulier l'injection, mais aussi les dispositifs d'accompagnement. Où sont-ils? Quels sont-ils? Quelle offre? Également des besoins d'information qui ont peut-être évolué sur les moyens de prévention existants. Mais il y a aussi, face au risque, une autre dimension qui est celle sur la façon dont les personnes se positionnent face à ces risques. Et là, ce qui est ressorti de cette enquête, c'est qu'une différence entre le positionnement s'agissant des drogues et le positionnement s'agissant des risques sexuels. Donc autant la dépendance aux drogues, tous les problèmes liés aux consommations de drogue sont vraiment unanimement perçus comme indésirables, on veut s'en protéger. A l'inverse, pour certains HSH, les risques sexuels peuvent être perçus comme acceptables ou secondaires, qu'il s'agisse du VIH, du VHC ou d'autres infections, soit parce que ça fait partie du jeu et que sur ces risques-là, les personnes se disent qu'elles préfèrent les encourir plutôt que de renoncer à ce qu'elles vont trouver dans le chemsex, mais aussi pour d'autres parce que les traitements existent ou bien parce que les personnes savent s'en protéger. Donc il n'y a pas le même positionnement. Donc je vais finir juste sur l'idée, sur les risques bien sûr d'adopter et de développer une approche de réduction des risques et des dommages. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Et également pouvoir accompagner, comme il y a la question d'une position différenciée sur les risques, pouvoir accompagner les personnes, y compris quand elles prennent des risques à répétition. Je vous remercie. Bonjour à tous, donc moi je me présente, Dorian Rollet, donc je suis médecin addictologue, comme vous l'avez rappelé, à l'hôpital Fernand Vidal et au kiosque Checkpoint. Donc aujourd'hui on m'a sollicité pour faire un rappel sur les produits utilisés. Donc je vais essayer à la fois de vous apporter des nouvelles informations pour ceux qui connaissent déjà bien les choses, et puis pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à me solliciter s'il y a des choses qui vous paraissent obscures.
Donc sur les pratiques chemsex, en termes de produits utilisés, alors c'est très centré, autour d'un certain nombre de produits qui sont généralement donc, des psychostimulants, mais aussi certains sédatifs comme le GHB, qui vont être utilisés en association. Donc on a principalement la famille des catinones, dont je vais revenir dessus sur chaque produit, le GHB ou GBL, la cocaïne, la méthamphétamine, la kétamine, et dans une moindre mesure, les MDMA, le poppers, le cannabis et l'alcool qui peuvent être utilisés en association. Donc tout ça, en fait, c'est souvent très utilisé dans des contextes de polyconsommation. Et pour les usages, pour les effets indésirables liés aux produits, les usagers rapportent souvent l'usage d'anxiolytiques et de médicaments érectiles, comme le Viagra, le Levitra et le Cialis. Donc les catinones, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des produits de synthèse, des dérivés synthétiques de la plante de cat. Donc dans la première synthèse, ça date de 1929 par Merck. Donc c'était des feuilles qui sont toujours d'ailleurs traditionnellement mâchées en Afrique de l'Est pour leurs propriétés stimulantes. Et donc c'est présenté en fait sous forme de poudre ou de cristaux. Donc ça c'est vraiment c'est pas du tout fait avec la plante de cat, c'est vraiment un objet de synthèse. Et ça a des effets sérotoninergiques et dopaminergiques, donc ça agit sur ces deux types de neurotransmetteurs, sérotonine et dopamine, et donc ça a des effets qui sont proches de la MDMA ecstasy et de la cocaïne. Donc c'est une poudre qui est généralement prise sous forme sniffée, mais également sous forme intraveineuse, c'est ce que les usagers appellent le slam, comme claquer, parce que claquer les veines, sous forme fumée, orale, et parfois sous forme rectale, c'est ce qui est appelé le bump. C'est une substance qui est un peu plus abrasive que la cocaïne lorsqu'elle est sniffée. Et les usagers y rapportent consommer entre 50 et 100 mg par prise. Cette famille de produits, comme la première synthèse, ça date de 1929. En pratique, ça a été un peu expérimenté dans le milieu médical sous forme d'antidépresseurs, de médicaments anorexigènes, etc. Mais ça a été très vite abandonné à cause du risque de mésusage. Et en fait, c'est au milieu des années 2000 que ça a été réinvestigué, on va dire, pour les propriétés stimulantes, donc à visée récréative. Et en fait, ça, c'était surtout au Royaume-Uni, donc en Angleterre, mais également plus tardivement en Europe, autour d'un vide juridique qui encadrait, il n'y avait rien qui encadrait la consommation de ces substances-là. Et donc il y a tout un tas de substances comme ça qui ont été créées les unes après les autres, en modifiant certains radicaux moléculaires pour échapper en fait aux lois empêchant leur commercialisation. Donc les produits les plus rapportés, ça va être donc, historiquement la méthodrone, ou 4-MMC. La 3-MMC, donc ça c'est vraiment le produit phare le plus utilisé. La 4-MEC dans une autre mesure. Sont également beaucoup rapportés la MDPV, alpha-PVP et alpha-PHP, qui sont particulièrement stimulants et qui sont également très toxiques au niveau psychiatrique. Et on entend parler là, depuis l'année dernière et cette année de la 3-CMC. Donc tout ça, c'est tout un ensemble d'acronymes qui décrivent en fait des produits très similaires. Souvent, les usagers ne connaissent que en fait, le nom du produit qu'eux ils consomment, et parfois ils ne connaissent pas le nom en fait, de la famille des catinones. C'est classé sur la liste des stupéfiants depuis 2012, c'est vendu à peu près 20 € le gramme, donc c'est nettement moins cher que la cocaïne, et c'est non détectable sur les batteries de toxiques urinaires habituelles. Et donc en fait ça se demande spécifiquement au laboratoire de toxicologie quand on a besoin de les doser. Les effets recherchés, ça va être surtout la désinhibition psychique, la stimulation physique et intellectuelle, la sociabilité, des effets empathogènes et entactogènes, l'augmentation du désir sexuel et des signes de soi. On peut avoir en fait des risques de surdosage, donc ça va souvent amener les usagers au milieu de soins, notamment dans les services d'urgence, avec ce qu'on appelle des toxidromes adrénergiques ou sérotoninergiques. Donc ça, c'est vraiment des intoxications liées aux catinones, avec des tableaux qui associent une confusion, une tachycardie, une hypertension, nausées, sueur, et ainsi de suite. Il peut y avoir des effets psychiques indésirables, donc ça le docteur Relief reviendra dessus après, avec notamment des troubles anxieux et dépressifs, des troubles du sommeil, des idées suicidaires, des troubles psychotifs, bref, donc des épisodes délirants aigus. Donc ça c'est assez caractéristique des catinones et des psychostimulants, mais également des troubles du comportement comme associant à agitation, auto- ou hétéro-agressivité, et des troubles liés à l'hypersexualité.
Alors historiquement, ça a été décrit, donc en France, moi j'ai choisi cette étude qui date de 2014 du CEIP de Paris, qui décrivait que c'était principalement consommé par des HSH, avec un âge moyen de 39 ans, dans un contexte de polyconsommation, et donc généralement sous forme de sachets, et c'était les voies qu'on a déjà précisées. Mais en fait, depuis 2017, on assiste à vraiment à une modification des usages des catinones, avec donc des consommations qui sont non sexualisées lors des soirées festives LGBT+. Et depuis 2020, on a une diffusion vraiment des catinones en dehors du milieu HSH stricto sensu. Ça a été favorisé en fait par les confinements successifs, où on a assisté à des rassemblements de groupes d'amis lors de soirées privées en fait, associant des HSH familiers du produit et des usagers d'autres drogues. Et donc c'est des soirées qui sont peu ou pas sexualisées. Donc cette famille de drogue qui était très associée historiquement au chemsex, finalement on va avoir en fait un phénomène de diffusion dans d'autres catégories, dans d'autres publics. Et on assiste également à un développement du marché de dealers classiques. Actuellement, la famille des catinones, en termes de nouveaux produits de synthèse, en fait, c'est la première famille de nouveaux produits de synthèse. En France, on recensait entre 2008 et 2017 27 catinones différentes. Et ça, c'est des données de l'OFDT. Un deuxième produit qui est très utilisé, c'est le GHB, donc gamma-hydroxybutyrate. C'est un inhibiteur du système nerveux central, donc ça a des effets sédatifs en fait. Ça agit sur les voies de transmission GABA, ça s'appelle. C'est soluble dans l'eau, donc c'est liquide, hein, ça a un goût salé et légèrement métallique, pardon. Et donc ça est interdit depuis 1999 pour le GHB et 2012 pour le GBL. Il y a un risque de surdosage qui est important hein, avec le GHB. Les usagers ils parlent de JOL, donc c'est un coma, on va le revoir après, assez calme, lié à la consommation avec un risque de décès. Les usages de GHB, donc, ça a été expérimenté comme médicament, notamment comme anesthésiant, comme traitement dans la narcolepsie, dans le traitement de l'alcoolodépendance. Donc ça s'appelait Xyrem, Gamma-OH et Alcover, donc ça c'est pas trouvable en France. Ça a été expérimenté également comme anabolisant par les culturistes dans les années 80. Et c'est très connu médiatiquement pour l'association à l'alcool comme agent de soumission chimique, qui lui vaut le nom de drogue du violeur. Dans un cadre festif, c'est un rapport tout autre hein, au GHB, puisque c'est consommé avec des buts de relaxation, d'euphorie, de désinhibition et d'augmentation du désir sexuel et pour lutter contre les effets des psychostimulants. Donc au GHB-GBL est surtout en fait, consommé maintenant un second produit qui s'appelle le gamma-butyrolactone, qui est en fait un solvant industriel, qui a été utilisé donc, après les interdictions de GHB sur le marché. Donc ça, c'est un goût qui est plutôt huileux, plutôt amer, et qui est métabolisé en fait, très rapidement en GHB au niveau hépatique et au niveau plasmatique. C'est un pic sanguin qui est plus précoce que le GHB, et ça coûte vraiment pas cher, donc 10 à 30 centimes la prise, ce qui est vraiment très peu onéreux, comme vous l'aurez compris. Et c'est interdit depuis 2011. Les effets pharmacologiques. En fait, la caractéristique du GHB-GBL, c'est que c'est un produit qui a une pharmacocinétique qui est très rapide. Donc ça monte très vite et ça descend très vite. Les premiers effets, ils apparaissent 15 à 30 minutes après l'absorption, avec un pic dans le sang à 30-45 minutes après. Les effets durent 3-4 heures, et en fait, assez vite, on ne peut plus le doser ni dans le sang ni dans les urines. Donc le sang, on dit généralement 6 heures, et au niveau urinaire, c'est 12 heures après, il n'y a vraiment plus rien dans les urinaires. Quand les usagers le consomment, notamment en milieu festif, ils décrivent des consommations de 0,5 à 2 ml, à peu près toutes les 1h30, ce qui correspond en fait à peu près à la demi-vie du produit. Donc il y a des risques de surdosage, comme je l'ai précisé tout à l'heure, donc avec un risque de sédation, de trouble de la conscience, d'amnésie, et avec un coma qui va être hypotonique, donc un coma où les gens sont vraiment tout mous, avec un risque accru de nausées, de vomissements, de dépression respiratoire, donc d'arrêt respiratoire et d'épilepsie. Et on assiste en fait à un phénomène de dépendance qui est similaire à celui de l'alcool ou des benzodiazépines, avec pour le coup des prises au réveil et toutes les 3 heures max, et les usagers ils rapportent se réveiller la nuit pour consommer. En termes de syndrome de sevrage, on peut assister à la fois à des signes ce qu'on appelle neuropsychiques, donc avec anxiété, irritabilité, des envies de consommer, etc. Mais il va y avoir également des symptômes physiques qui peuvent survenir,
avec ce qu'on appelle des troubles neurovégétatifs, donc hypertension, tachycardie, sueur, etc. Et dans de rares cas, on peut assister à certaines complications, notamment des illusions, des phénomènes de délirium, similaires à ceux de l'alcool, associant confusion, désorientation et hallucination, des crises d'épilepsie, etc., etc. Et ces symptômes, de manière résiduelle, peuvent persister jusqu'à 2 à 4 semaines après l'arrêt. La méthamphétamine, donc ses petits noms, c'est Tina, Crystal Meth. Donc c'est très connu aux États-Unis et en Europe de l'Est, et on a assisté à une diffusion de ce produit en Europe de l'Ouest et notamment en Angleterre et en France, en particulier via le milieu HSH. C'est des effets qui sont particulièrement en fait, puissants, durables, avec un haut potentiel addictif. C'est initialement un phénomène de niche, donc dans des milieux spécifiques, le darknet, le tourisme festif HSH, et le travail du sexe, mais en fait on a vraiment un phénomène également de diffusion depuis un certain nombre d'années, où les usagers rapportent de plus en plus le partager dans les sessions chemsex. Donc c'est consommé en fait avec une petite, on voit pas, mais avec une pipe en verre, et ça se présente sous forme de cristaux comme ça. Donc c'est un produit qui est extrêmement cher, à peu près 200 € le gramme, même si les prix actuels ils tendent à diminuer, et c'est particulièrement associé à des complications psychiatriques et cognitives. La kétamine, alors ça c'est un produit qui était initialement plutôt marginal, donc qui était très associé au milieu festif techno, qui agit donc au niveau cérébral sur les récepteurs NMDA au glutamate. Ça se présente sous forme de poudre. Et donc les effets recherchés, ça va être une euphorie, sensation de flottement, des illusions et un sentiment de dissociation. Donc des usagers rapportent une sensation de rêve éveillé, d'expérience de hors le corps. Et il y a un risque également accru de coma, donc c'est le fameux kéol. Cet usage, il était décrit comme initialement assez marginal, avec peu de chiffres. Mais en fait, en pratique, depuis quelques années, là encore, on assiste à une augmentation de la consommation de ce produit. Alors moi, les seuls chiffres que j'ai trouvés, c'était l'enquête Oppidum, qui est une enquête qui a lieu dans les XAPA, dans les centres de soins d'addictologie de France chaque année, où en fait on voit que vraiment depuis 2015-2016, on a vraiment une augmentation de la consommation de ce produit-là. Et d'ailleurs, on le voit en pratique clinique, les usagers rapportent vraiment de plus en plus en consommer. Ce qui est donc réduction des risques. Donc, en pratique, les stratégies de réduction des risques, elles sont différentes en fonction des produits consommés. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que là encore, il va y avoir une intervention tout à l'heure. Mais donc, ça s'appuie vraiment beaucoup sur notamment sur les CARUD. On va utiliser des stratégies mixtes, à la fois vis-à-vis pour réduire le risque infectieux, mais aussi des stratégies d'information, de mise à disposition de matériel, d'accompagnement, notamment dans le geste à l'injection. Pour le GHB-GBL, là aussi, il y a des stratégies de réduction des risques qui sont spécifiques, qui peuvent être proposées, puisque comme on l'a vu, il y a un risque accru de surdosage, donc notamment autour des règles de bonne consommation et de l'usage de certaines seringues. Pour les produits qui sont associés au chemsex, il peut y avoir des interactions avec notamment les antirétroviraux, donc les traitements pour la séropositivité, VIH, pour maintenir une charge virale indétectable, et les antiviraux d'action directe, donc ça c'est les traitements de l'hépatite C. Il y a un risque accru en fait, d'interaction avec les produits psychoactifs, surtout pour ce qu'on appelle les boosters, donc certains médicaments dans les antirétroviraux, comme le copicistat, le ritonavir, le darunavir et l'atazanavir. Et bien, donc ça, on est particulièrement vigilant pour les personnes qui sont séropositives dans le traitement qu'ils ont pour éviter des surdosages. Il y a certains traitements pharmacologiques qui peuvent être proposés pour le traitement des troubles de l'usage liés aux produits associés au chemsex. Mais actuellement, il n'y a pas de recommandation et il n'y a pas de traitement spécifique qui est proposé. Alors en pratique, dans les traitements du sevrage, en fait, en fonction des produits, on va proposer différentes stratégies, notamment pour le GHB, plutôt favoriser l'utilisation des benzodiazépines, en particulier le diazépam. Certaines études rapportent un usage de baclofène ou de phénobarbital. Pour la kétamine, là aussi, on va utiliser les benzodiazépines pour le sevrage.
Pour les catinones, on va plutôt utiliser des neuroleptiques, épargner les benzodiazépines qui ont un potentiel addictif important. Il y a des études, alors en pratique, c'est des case reports, donc des rapports de cas d'utilisation de bupropion qui auraient bien fonctionné, mais là encore, c'est vraiment des balbutiements. Pour la cristalmètre, on utilise parfois des neuroleptiques en fonction des symptômes, et certaines études rapportent un effet bénéfique de la mirtazapine. Et pour la cocaïne, donc là c'est le produit le plus utilisé, donc il y a le plus étudié, donc il y a la N-acétylcystéine qui a été utilisée, le topiramate, et dans une moindre mesure, il pourrait y avoir un effet bénéfique de l'aripiprazole. Et en pratique, on traite de manière symptomatique en fait, les comorbidités psychiatriques associées. Certains auteurs ont essayé de proposer des stratégies de prise en charge des syndromes de sevrage en GHB et GBL. Donc là, c'était le cas dans une étude qui datait de 2004, où en fait, ils mettaient en évidence qu'en fonction de la dose de GHB-GBL qui était consommée quotidiennement par les usagers, ils proposaient une forme de titration avec le Valium en particulier. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Dorian. Donc voilà, je me retourne vers vous. Est-ce qu'il y a des questions, que ce soit des questions de précision ou des questions... Oui, j'en vois une là-bas, donc il y a Aurélie qui arrive avec le micro, ou Isabelle. Bonjour, merci pour la présentation. Martin, je suis infectiologue. Je voulais savoir s'il y avait des travaux sur de la substitution type aide au sevrage, type Subutex, enfin sur des molécules qui pourraient aider au sevrage en substituant. Alors, donc en fait, vous regardez ça se regarde vraiment produit par produit, puisque chaque produit qui est associé au chemsex, en fait, n'agit pas du tout sur les mêmes voies de neurotransmetteurs. Il y a eu des tentatives autour des catinones, donc comme je l'ai rapporté avec le bupropion, parce que le bupropion, en fait, c'est une catinone qui est utilisée en France dans le sevrage tabagique, mais aux États-Unis également dans la dépression. Et donc, il y a eu des case reports qui ont rapporté un effet positif, mais là encore, ça s'arrête vraiment à des case reports. Pour ce qui est du reste, il n'y a pas vraiment eu d'études de substitution. Pour le GHB-GBL, en fait, il y a le baclofène qui a une action donc, GABA-B, comme le GHB, donc, qui a été utilisé dans certaines études, mais là encore, c'était un traitement du sevrage et pas un traitement en fait, de maintien de l'arrêt des consommations. Donc non, il n'y a pas de traitement de substitution qui est proposé, comme ça pourrait être le cas par exemple pour les opioïdes. Et c'est justement une difficulté, c'est qu'il n'y a vraiment pas de traitement spécifique sur le plan médicamenteux. Et donc les outils dont on dispose actuellement, c'est surtout des outils psychothérapeutiques et d'accompagnement sociaux. Bah, il y a un micro, je pense aussi. Il y a Aurélie qui arrive. Il y a Aurélie qui arrive. C'est pas très rapide en ce moment. Merci Dorian, c'était super intéressant. Comme d'hab, moi j'ai une question qui est très spécifique qui est due au monkeypox, parce que j'ai plusieurs chemsexeurs qui sont positifs au monkeypox, avec pour certains des douleurs très très violentes au niveau des pustules, des lésions dermato. Le traitement tramadol, qui est conseillé, est très problématique quand ils sont consommateurs de catinone, donc de stimulants, et le mélange des deux, et surtout en imaginant qu'on va les isoler pendant 21 jours chez eux, et si ça provoque la même chose que les précédents confinements, on va avoir une explosion de la consommation en solitaire. Donc on peut imaginer potentiellement qu'on ait de gros problèmes sur le mélange des molécules. T'en penses quoi? Dans quelle mesure? Pour le tramadol, c'est à cause des effets sérotoninergiques ouais. C'est ça? Ouais. En pratique, je pense que c'est quand même des cas, encore une fois, le monkeypox, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de cas. Donc je pense qu'effectivement, ça peut concerner certains usagers, mais ça reste vraiment dû au cas par cas, quoi. Et la consommation de tramadol dans le cas du monkeypox, c'est pas censé persister pendant plusieurs semaines. Non, c'est 4-5 jours. En général, les douleurs les plus violentes, c'est autour de 4-5 jours. Mais potentiellement, s'il y a beaucoup de consommation de catinone en même temps, on est quand même, tu vois, quasiment à ce stade de speedball. Là. Après, une possibilité, ça peut être d'utiliser de la codéine plutôt que du tramadol, ouais, d'une part.
et puis surtout d'insister sur un accompagnement médical rapproché et ou addictologique à ce moment-là, quoi. Voire même si les personnes ont besoin d'une mise à l'abri, parce que du coup s'il y a vraiment un risque d'interaction entre tramadol et catinone, c'est que c'est des gens qui ont vraiment des consommations de catinone qui sont quotidiennes. Catinone ou cocaïne, hein. Ou cocaïne. Ou cocaïne, tu vois, Ouais. c'est encore plus sévère sur le cocaïne en fait. Effectivement. Et dans ce cas-là, après, ça peut correspondre à des situations de crise sur le plan addictologique. Je ne sais pas à quoi tu as eu affaire, mais dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à recourir à un avis médical s'il y a un danger, si les gens rapportent certains symptômes ou qu'il y a eu des signaux d'alerte, vraiment qu'ils voient un professionnel de santé. Ouais. Aurélie, il y a... Ah ouais, c'est bon. Merci. Oui, bah, il y a Isabelle qui y va ou... Oui, Muriel. Oui, je rejoins Fred quand il parlait de speedball. C'est vrai que ça fait tout à fait penser cocaïne et héroïne, le mélange, parce qu'il ne faut pas oublier la dangerosité du tramadol, avec lequel il y a un sevrage, il y a une dépendance au tramadol. Oui. Donc, évidemment, on est obligé d'en tenir compte, surtout quand tu sors pas, que les effets, oui, les douleurs 5 jours, mais on a toujours l'impression, même quand ça s'atténue, que ça dure plus de 5 jours, on est toujours tenté. Le tramadol, c'est vraiment piégeant. Oui, bien sûr. Après, la situation que vous décrivez avec le tramadol, c'est valable pour les chemsexeurs, mais c'est aussi valable pour des personnes qui ont des vulnérabilités addictives et qui sont exposées aux antidouleurs autres, en fait. Hein, c'est pas forcément très spécifique. Non, puis c'est comme la codéine, on s'accroche pareil, la codéine. Il y a une dépendance à la codéine, donc c'est des produits Bien sûr. qui sont évidemment dangereux à manipuler. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des points d'éclaircissement, des questions de précision ou... Oui. Bonjour, je suis médecin généraliste. J'ai une petite question. Vous avez dit qu'il y a des interactions avec les antirétroviraux. Oui. Il n'y a pas d'interaction avec la PrEP. Non, alors c'est effectivement pour les antirétroviraux de type booster en particulier. Donc c'est pas le cas du tenofovir et de l'emtricitabine, effectivement. Merci. Ouais. Bonjour, Ombline, je suis infirmière à Marmottan, je bosse aussi à Prose et je suis partie de l'association Technoplus. Et je voulais revenir sur l'analyse de produits dont tu parlais là en termes de mesures de RDR et faire peut-être un lien avec la cartographie là, qui était proposée sur Internet ce matin. Et je me dis, est-ce que parce qu'en effet, dans les plans CHEMS, il y a quand même beaucoup de produits, et notamment les catinones. Nous, on observe à Technoplus, on a un outil d'analyse de produits, et les catinones sont très changeantes, encore plus là avec la 3-MMC qui a été interdite aux Pays-Bas en 2021. On a de plus en plus de produits changeants, et les interactions ou les effets ne sont pas forcément les mêmes. Et est-ce que ça ne pourrait pas être pertinent de rajouter des espaces où on peut analyser son produit sur cette carte proposée ce matin pour pas non plus nier cette partie de... Oui, alors oui, bien sûr. Après, j'ai fait le choix de ne pas trop développer la partie RDR parce que ce sera abordé tout à l'heure, effectivement, oui. Mais c'est vrai que par rapport aux accès de testing de produits, c'est vrai que pour l'instant, c'est assez... Enfin, moi, à titre personnel, je trouve que c'est assez difficile d'y avoir accès. Alors après, c'est hétérogène en fonction des structures, mais c'est vrai que c'est plus ou moins compliqué, ouais. Et par contre, pour répondre sur la question sur la cartographie, c'est tout à fait possible de le rajouter. Et c'est tout à fait pertinent aussi, donc on peut complètement le mettre. Oui, bonjour, Elsa Baumgarten, je suis addictologue à Béclair. Je m'interroge juste pour le sevrage cocaïne où tu as rajouté l'aripiprazole. Oui. Alors moi j'ai travaillé à Paul Brousse où je sais qu'il y a
entre Florence Vorspan et Laurent Carilla. C'est un sujet... un peu Est-ce que tu en as un peu plus? C'est pour ça, bien sûr, que j'ai mis l'aripiprazole entre parenthèses. L'idée, c'est effectivement que l'aripiprazole à faible dose, en particulier à 5 mg, ça aurait un effet pro-dopaminergique. Et donc, du coup, ça pourrait calmer des cravings en cocaïne, mais effectivement, c'est assez équivoque en fait, comme résultat dans les études. Donc, ça serait vraiment juste 5 mg et pas plus? Oui, c'est ça. Alors après, ça peut être plus, c'est en fonction de la symptomatologie psychiatrique, hein, bien évidemment, des comorbidités, etc. Ouais. C'est vrai que l'aripiprazole est quand même un gros pourvoyeur aussi d'addictions autres, comme l'addiction au jeu notamment, qui augmente aussi les compulsions des TCA. On peut se poser la question aussi si ça ne peut pas augmenter les compulsions au sexe. Donc c'est vrai que dans un contexte de chemsex, l'aripiprazole, je serais un petit peu frileuse, personnellement. Après, l'idée, c'est pas forcément de débuter des traitements pharmacologiques à chaque fois dans les prises en charge en première intention, et ça peut aussi être réservé à des situations d'échec thérapeutique, etc. quoi. Merci. Sophie, psychologue au CERVA Monceau. Du coup, je voulais savoir si tu pouvais nous éclairer un peu plus sur l'alpha, parce qu'on en entend de plus en plus parler en contexte chemsex. Du coup, quelles sont ses spécificités et est-ce qu'il y a des choses à mettre en place d'un point de vue psychique et thérapeutique pour mieux accompagner nos patients, parce que c'est en train d'émerger? Alors effectivement, moi j'ai aussi reçu plusieurs patients qui consommaient de l'alpha. Alors ils parlaient de alpha PVP, alpha PHP, ça change un petit peu tout le temps en fonction de ce qui est disponible sur le marché. Effectivement, c'est des situations où il y a eu, moi que j'ai rencontré cliniquement, où il y a eu particulièrement un retentissement psychique, notamment sur des états délirants aigus ou qui se sont chronicisés après. Et c'est un produit qui est très associé à la consommation injectée, en fait, en tout cas dans le public que nous on rencontre. Donc moi, ce que j'aurais tendance à conseiller, c'est d'essayer de basculer vers un autre produit de type 3-MMC en fonction de ce qui est possible pour les personnes, parce qu'après ils sont pas forcément c'est pas forcément une stratégie qui leur convient, quoi. Mais oui, effectivement, c'est un produit particulièrement pourvoyeur d'épisodes délirants. Ouais. Bon, très bien, mais je vous remercie. J'allais présentée. Donc Maïté Elia, je suis psychiatre addictologue et je suis le médecin coordinateur du XAPA Paris 19e, de l'association Addiction France. Je regarde si ça marche. Oui, parfait. Du coup, je vais vous faire une présentation sur chemsex et la santé mentale. Cette présentation s'articule autour de deux parties. Une première partie plus générale et théorique sur l'addiction et les troubles psychiatriques en lien avec l'addiction. Et une deuxième partie plus centrée sur le parcours de vie des chemsexeurs autour d'un partage d'expériences de l'accompagnement psychothérapeutique que je fais auprès de ces personnes. Dans un premier temps, il me semblait important de revenir sur certaines bases de l'addictologie, même si on en parle depuis ce matin, mais je trouvais ça bien de redonner une définition de l'addiction. Donc on peut définir l'addiction comme une relation de dépendance à un produit ou à un comportement. Cette relation de dépendance provoque une perte de contrôle avec des consommations qui deviennent compulsives, et ce, malgré les conséquences négatives qui vont s'installer au fil du temps, car le soulagement ressenti par la personne lors des consommations est plus important que les risques ou les impacts négatifs. Les personnes qui souffrent d'addiction sont envahies par des cravings. Donc le craving, c'est une envie irrépressible de consommer. Il peut s'installer aussi un phénomène de tolérance avec le besoin de prendre des doses de plus en plus importantes pour ressentir la même sensation. Et puis, on peut aussi observer un phénomène de sevrage avec des signes de manque à l'arrêt des consommations, même si la dépendance physique, elle n'est pas toujours présente dans l'addiction.
Donc ça, c'est un peu une définition de base, mais il s'agit surtout de partir de la demande de la personne, de son vécu subjectif et des difficultés qu'elle a elle-même identifiées pour aller vers des objectifs qu'elle souhaite mettre en place, que ce soit la réduction des consommations ou l'abstinence, et surtout qui lui paraissent accessibles et réalisables pour éviter les situations d'échec. Il y a de nombreux facteurs qui influencent le développement d'une addiction. Il y a une part environnementale avec par exemple l'âge des premières consommations. Plus on va consommer tôt, par exemple avec l'alcool, plus il y a un risque de développer une addiction ensuite au cours de la vie. Il y a aussi la question des traumatismes précoces, tels que la perte d'une figure d'attachement ou la maltraitance dans l'enfance, et l'addiction va devenir un moyen d'y faire face. Ensuite, il y a aussi des facteurs culturels et familiaux, avec la disponibilité de tel ou tel produit et la banalisation de certaines consommations comme l'alcool en France ou les catinones dans le milieu gay. Après, il y a une part relative aux produits parce que chaque produit a un potentiel addictif différent qui va influencer le risque de transition de l'usage simple et occasionnel vers l'addiction. Chaque produit a aussi un effet spécifique et apporte un type de soulagement qu'une personne va rechercher plutôt qu'un autre. Et enfin, il y a la part individuelle avec une composante génétique et psychologique. La génétique détermine de nombreux facteurs neurobiologiques qui vont influencer l'expérience individuelle de la prise d'un produit et donc favoriser ou non l'installation d'une dépendance. Et le côté psychologique, il y a différents traits de personnalité qui sont des facteurs de risque pour développer une addiction, tels que l'impulsivité, la recherche de sensations, les prises de risques ou encore la présence de troubles psychiatriques. Donc il est important d'avoir conscience qu'on est inégaux face aux addictions, selon nos bagages individuels et environnementaux, et que bien sûr, ça n'est pas qu'une question de volonté. Et donc pour compléter ces bases d'addictologie, je souhaite évoquer quelques mécanismes neurobiologiques qui sous-tendent l'addiction. Donc il y a 3 grands mécanismes neurobiologiques qui se mettent en place dans le cerveau d'une personne souffrant d'addiction. Dans un premier temps, il y a une hypersollicitation du système de la récompense. C'est le système qui est responsable des sensations de plaisir, d'euphorie, mais aussi de soulagement lorsqu'il y a des souffrances qui peuvent être chroniques. Il y a d'autres circuits neuronaux qui sont impliqués dans le système de la récompense, tels que le système de la mémoire, le fait de se rappeler de cette expérience agréable, et les circuits de la planification, afin de renouveler l'expérience. La dopamine, c'est le neurotransmetteur qui est central et qui intervient dans le système de la récompense et la sensation de plaisir. Lors de la prise de produit, il y a un relargage intense de dopamine, 3 à 5 fois plus que sur des activités plaisantes du quotidien. Et c'est cela qui provoque un renforcement positif qui nourrit l'envie d'en reprendre avec la mise en place d'automatismes et d'envahissement du quotidien avec ces pensées récurrentes qui envahissent la personne. Donc ce renforcement positif du système de la récompense, il est d'autant plus fort dans le chemsex parce qu'il y a la prise de produit qui est associée à la pratique sexuelle et aux applications, autant de stimuli plaisants qui se potentialisent. Ensuite, il y a le système de stress qui se met en place à l'installation de la tolérance ou l'accoutumance. Donc la personne sera amenée à augmenter les doses de produits pour obtenir le même effet plaisant, mais avec des sensations de manque et des contre-coups de plus en plus durs. Donc peu à peu, le stock de dopamine dans le cerveau va s'épuiser, il y a un déficit en dopamine qui s'installe, et la personne, du coup, elle va être obligée de consommer pour compenser ce déficit de dopamine, et juste pour se sentir bien. Donc c'est ce qu'on appelle le renforcement négatif, le fait de consommer pour compenser les contre-coups des consommations. Et donc le manque et le mal-être qui s'installent sont en miroir des sensations plaisantes ressenties, et c'est la tristesse, l'anxiété, l'irritabilité, le manque de motivation qui sont aussi des signes de manque. J'ai pas le temps aujourd'hui de vous montrer, mais il y a un court-métrage qui montre très bien ces mécanismes que j'utilise parfois avec mes patients, qui montre ces mécanismes de renforcement positif et renforcement négatif, et vous le trouvez facilement en tapant Oiseau Addiction sur YouTube. Voilà, je vous encourage à aller le regarder, il est pas mal. Oiseau Addiction. J'ai pas noté le nom du réalisateur, mais c'est un court-métrage qui montre bien ça, cet effet de renforcement positif et négatif. Oiseau Addiction, oui, voilà. Enfin, dans l'addiction, il y a également une défaillance du contrôle inhibiteur et donc une difficulté à réfréner une action. Cette défaillance est responsable donc de la perte de contrôle, des difficultés à résister au craving, de l'impulsivité dans la prise de décision et la recherche de produits. Pour aider les personnes à remettre en place ce contrôle inhibiteur qui est inefficace, on peut les aider à identifier les différents déclencheurs des envies de consommer,
telles qu'une émotion, une situation ou la prise d'alcool qui vont les amener à consommer. Donc s'ils arrivent à identifier ces situations-là, ils vont pouvoir essayer de mettre en place ce qu'on appelle des stratégies de prévention de la rechute pour éviter de consommer dans ces situations. Donc il est aussi important d'encourager les personnes à retrouver du plaisir dans d'autres activités que la prise de produits, tout en ayant conscience, ça a été dit ce matin, de la place de l'ambivalence dans l'accompagnement, parce que en fait les personnes elles souhaitent diminuer ou arrêter leur consommation, enfin, en tout cas celles qui viennent me voir et qui arrivent jusque dans un XAPA, mais pourtant elles ressentent un bénéfice et un soulagement à consommer. Donc ça il faut l'avoir bien en tête pour accompagner ça. Et donc il faut aussi prendre en charge la souffrance sous-jacente qui les amène à consommer. Pardon, je suis pas très... Bon, je vais à présent donc évoquer 3 pathologies psychiatriques qui me semblent importantes d'aborder dans le contexte des addictions. Alors, par rapport aux pathologies psychiatriques en lien avec les addictions, c'est pas toujours évident de faire la part des choses entre la cause et les conséquences, qui sont souvent intriquées, parce qu'il peut s'agir d'un état antérieur à l'addiction et ou d'un état provoqué et entretenu par la prise de produits. La dépression, donc, c'est un déficit en neurotransmetteurs, en sérotonine principalement, mais aussi en dopamine et en noradrénaline, provoque différents symptômes tels que la tristesse, l'anxiété, l'irritabilité, le manque de motivation, la perte d'envie et de plaisir, des troubles du sommeil et de l'appétit. En cas de dépression, il est très important d'évaluer le risque suicidaire et les conduites ordaliques. Les conduites ordaliques sont des prises de risque et des mises en danger qui sont considérées comme des équivalents suicidaires. Il est possible de proposer un traitement par antidépresseur, mais c'est souvent pas très efficace parce qu'il y a une interaction entre la prise de produit et l'antidépresseur. On dit souvent que le meilleur antidépresseur, c'est le sevrage, mais c'est pas si simple, parce que souvent les personnes, quand elles se sentent pas bien, elles ont tendance à poursuivre les consommations. Ensuite, il y a les états délirants, qui sont une autre conséquence possible des drogues sur la santé mentale. Certains produits sont plus à risque, tels que le cannabis ou crystal meth, aussi appelé la tina. Ces états délirants peuvent être transitoires, avec une résolution spontanée à l'arrêt des produits, mais ils peuvent aussi s'installer et persister malgré l'arrêt des drogues. Donc ils sont la conséquence d'un excès de dopamine, qu'on a vu plus tôt, la dopamine dans certaines zones du cerveau, et ça se manifeste par différents symptômes, tels que les hallucinations acoustico-verbales, le fait d'entendre des voix, des idées de persécution, des angoisses, des troubles du comportement et du sommeil. Il y a également un risque suicidaire à évaluer et à prendre en charge le cas échéant. Et dans ce cas-là, le traitement neuroleptique peut être proposé et qui va être plutôt bien efficace, contrairement aux antidépresseurs. Les neuroleptiques vont être assez efficaces, à visée curative pour traiter l'épisode délirant en cours, mais aussi préventive pour éviter qu'il y ait à nouveau des épisodes délirants. Par contre, c'est un traitement qu'il faut réévaluer à distance, et surtout à l'arrêt des produits, c'est des traitements qui peuvent être un peu lourds et qu'il faut en avoir conscience. Et enfin, la troisième pathologie psychiatrique que je voulais aborder, c'est le psychotrauma. Donc le psychotrauma, c'est la conséquence psychologique d'un ou plusieurs événements traumatiques. Un événement traumatique, c'est une exposition à la mort, un vécu de danger imminent, le fait de vivre l'impensable, tels que les agressions, dont sexuelles, l'inceste, le harcèlement, les maltraitances et violences intrafamiliales, le deuil. Et les agressions sexuelles sont les événements traumatiques les plus pourvoyeuses de psychotrauma. Ces événements, du fait de la sidération du psychisme au moment des faits, ne seront pas traités par le cerveau, ce qui provoquera différents symptômes. Les symptômes seront la reviviscence, avec des flashbacks la journée, des cauchemars la nuit, l'hypervigilance anxieuse, la personne est un peu toujours sur le qui-vive parce qu'elle a peur que ça se reproduise à nouveau, les conduites d'évitement pour éviter tout ce qui pourrait rappeler l'événement traumatique, et les épisodes de dissociation lorsque le cerveau confronté à un stimuli qui rappelle le trauma se déconnecte. Et c'est la dissociation qui peut provoquer une amnésie partielle ou totale des faits. Le psychotrauma provoque des modifications neurobiologiques dans le cerveau, d'autant plus si les violences sont vécues précocement dans l'enfance et sont graves. Et ces modifications neurobiologiques sont une vulnérabilité à d'autres pathologies psychiatriques telles que la dépression, mais aussi aux addictions au niveau du cerveau. C'est un peu les mêmes circuits qui peuvent être engagés. Et il y a aussi un risque de répétition d'événements traumatiques et de revictimation, malheureusement. Il existe 2 catégories de psychotrauma. Il y a le trouble de stress post-traumatique dit simple, je mets des guillemets parce que c'est jamais simple, lorsque la personne a été exposée à un événement unique, et le traumatisme complexe lorsqu'elle a été exposée à des violences répétées, notamment dans l'enfance.
Et en fait, le trauma complexe, ça provoque des modifications profondes et durables dans la personnalité de la personne, dans son rapport au monde et dans les relations avec les autres. Et c'est plus difficile à prendre en charge. Pour le psychotrauma, il n'y a pas de traitement médicamenteux spécifique, mais il y a des techniques de psychothérapie qui ont été développées qui sont assez efficaces, telles que le MDR, dont vous avez peut-être entendu parler. Voilà, donc j'en ai fini pour le côté un peu théorique et très médical, et je voulais à présent évoquer plusieurs problématiques récurrentes que j'ai pu observer dans l'accompagnement des chemsexeurs. Alors, comme ça a été dit ce matin, les parcours de vie sont très variés, chaque personne est singulière, mais en tout cas, moi j'ai pu observer que les chemsexeurs sont amenés à traverser des problématiques systémiques, notamment en lien avec l'homophobie. Donc l'homophobie, comme toute discrimination, c'est un impact majeur sur la santé mentale, puisque nous sommes dans une société encore très hétéronormée. Donc il me semble important, en tant que soignant, d'avoir conscience de ces mécanismes de domination et de discrimination qui traversent notre société, autour du sexe, du genre, de la race, etc. C'est important pour pouvoir accompagner les personnes dans la reconnaissance et la réparation de ces violences, mais aussi afin de questionner notre posture de soignant. Il est donc utile de s'informer auprès du travail des militants, des associations militantes qui mettent à jour ces rapports de force, et qui, par leur engagement, représentent des voies d'émancipation pour dépasser le statut de victime. Les militants et les chercheurs développent également des outils théoriques intéressants, tels que l'intersectionnalité ou la pensée queer. Donc les chemsexeurs, je commence à plus trop avoir de salive, ont souvent été confrontés à plusieurs événements de vie difficiles, en lien avec leur orientation sexuelle, leur identité de genre ou leur statut sérologique. Donc souvent, ils rapportent avoir été victimes de harcèlement scolaire, de sérophobie pour ceux qui sont séropositifs dans leur vie affective au sein de la communauté gay et de la société. Le coming out familial est parfois vécu comme un événement difficile, un moment de vulnérabilité. De plus, selon le lien qu'ils ont avec leur famille, leurs conditions matérielles et leur précarité, parfois ce coming out, il est pas possible. Et alors que d'un autre côté, il y a parfois une injonction au coming out au sein de la communauté gay. Et certains n'en ressentent pas la nécessité non plus, c'est pas une question qui se pose. Et enfin, le coming out se fait souvent par plusieurs étapes, auprès de la famille, des amis, au travail, dans les loisirs, qui sont autant de moments qui peuvent fragiliser. Donc être homosexuel, c'est devoir renoncer à la norme de l'hétérosexualité à chaque étape de la vie, à différents âges et dans différents contextes. C'est devoir contredire la présomption d'hétérosexualité et s'exposer au stigmate d'une forme d'anormalité dans le sens de sortir de la norme. Donc c'est un parcours qui est éprouvant, qui peut être à l'origine de ressentis de honte, de culpabilité, de perte de l'estime de soi en lien avec l'homophobie intériorisée. Parfois, l'homosexualité est vécue tardivement ou reste cachée longtemps à cause de toutes ces raisons. Donc la communauté gay a une place importante dans ce parcours et la construction de l'identité. Elle offre des lieux de sociabilisation safe, des figures positives d'identification, mais comme tout groupe humain, il existe aussi des normes dans la communauté gay, avec des injonctions à la beauté, des corps normés, jeunes, des rencontres en milieu festif, en milieu urbain, et un certain rapport à la sexualité. Donc il y a des reproductions de rapports de force au sein même de la communauté gay qui excluent certaines personnes qui ne se retrouvent pas dans ces normes-là. Bien sûr, certains de ces rapports de force sont parfois des manières de réparer les attaques homophobes, de retrouver une forme de virilité, comme par exemple l'injonction à la performance dans la sexualité, et les produits viennent parfois faciliter l'évolution dans le milieu gay et compenser les difficultés, notamment le manque de confiance en soi, la difficulté dans la séduction, la peur du rejet et les difficultés dans la sexualité. Enfin, pour toutes ces raisons, donc, ce sont des personnes qui sont particulièrement exposées à la solitude. La solitude peut être une des causes, mais aussi une des conséquences du chemsex. La solitude est souvent liée au parcours de vie, et ce, dès l'enfance, lorsqu'il y a eu du harcèlement scolaire. Pour vivre librement son homosexualité, il y a parfois le besoin de partir des lieux d'origine, ce qui provoque un éloignement et un manque ou une perte des groupes de soutien, surtout lors d'un rejet familial. Le rejet familial, il peut être franc, notamment lors du coming out, mais aussi plus insidieux avec des interdits tacites, l'impossibilité par exemple de parler de sa vie intime dans la famille. Le chemsex et les applications sont donc des moyens de sociabilisation et de rencontre qui viennent briser cette solitude.
Et à cause de toutes ces difficultés, les personnes, elles développent souvent un attachement de style insécure, avec des blessures de rejet et des angoisses d'abandon, ce qui va complexifier le rapport à la relation amoureuse, souvent idéalisée, et à la sexualité, sans engagement pour se protéger du risque de rejet, et pourtant sous-tendu par une recherche affective et un besoin de réparation. Pour conclure, donc, je mettrai l'accent sur l'importance d'un accompagnement global, complémentaire et pluridisciplinaire, que ce soit médical, psychiatrique, psychologique, sexo, communautaire, la prévention, etc. D'où l'importance du réseau de soins, des échanges et de la prise de conscience des enjeux spécifiques que rencontrent ces personnes. Je l'ai déjà évoqué, mais bon, je crois qu'il est nécessaire, lorsqu'on souhaite accompagner ces personnes, de se renseigner auprès des militants afin d'avoir une compréhension profonde de tous ces enjeux, ce qui permet de nouer un lien de confiance qui est fondamental dans l'accompagnement. J'ai aussi bien sûr beaucoup appris auprès des personnes que j'accompagne. Je pense qu'il est important d'être à l'écoute, d'entendre leurs paroles, d'apprendre de leur vécu, de leur expérience, de leur position singulière dans le monde, ce qui enrichit ensuite les prises en charge ultérieures. Donc c'est pour moi un cheminement professionnel et personnel par le changement de mon regard sur le monde, la prise de conscience de mes propres positions de pouvoir et le travail sur mon positionnement de soignant. Et merci à tous. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Des remarques ou des commentaires ou... J'ai été très claire peut-être. Moi j'ai une question, juste par curiosité, le délai d'attente pour une consultation, pour mettre bien. Donc ça va ? Ouais. Ça dépend si... en ce moment, ma file active est un peu saturée, donc je prends plus de nouveaux patients tout venant, mais je continue à prendre des patients qu'on m'adresse à travers les partenariats, notamment avec AIDS ou le 190, et c'est 2 semaines à 1 mois. Mais bon, là, je pars en congé en juillet, donc c'est pas avant août, mais ça dépend des moments, quoi. Mais 1 à 2 semaines, quoi. Mais en gros, c'est 1 mois et demi partout. Bah oui, non, mais ça, il faut avoir conscience que en fait, tous les lieux de soins, que ce soit pour le chemsex, mais pour l'addicto en général et la psychiatrie en général, sont complètement saturés. Enfin, on n'a pas les moyens, malheureusement, en France, d'accompagner correctement les personnes qui souffrent, quoi. Ouais. Juste un truc de garce pour ceux qui ont des patients un peu dans l'ennui, dans la problématique. On a 1 semaine d'attente pour être reçu à Marmottan. Ça dépend des lieux, ouais. Ouais, merci Maïté. Moi, c'est entre ta présentation et celle de Muriel. Là, c'est vrai que en soi, c'était pas très gai parce que tu parles de la stigmatisation des usagers de drogue et la stigmatisation des personnes qui ont des pratiques sexuelles ou des orientations sexuelles. Et je me dis, Muriel, tu as fini toi ta présentation sur les problèmes de consentement, voire même carrément d'agression sexuelle qui arrivent. Et je suis assez inquiète. Alors, je sais pas comment on pourrait dire. En fait, c'est un peu un appel peut-être aux associations pairs ou de militants, mais est-ce qu'on ne pourrait pas un peu plus interpeller aussi les pouvoirs publics ou faciliter peut-être la formation des agents municipaux, des agents de la police nationale pour aussi que ça soit mieux pris en charge, parce que je me dis, il y a déjà, en fait, c'est un peu la triple peine. T'es stigmatisé parce que tu consommes des drogues, t'es stigmatisé parce que tu fais du cul avec des mecs, et si en plus t'as le malheur de te faire agresser, tu vas te plaindre et en fait t'as pas du tout accès au droit commun. Et moi ça me choque pas mal et je trouve qu'on fait pas grand chose pour ça. Et c'est certainement pas le lieu, mais je me fais cette réflexion là suite à vos 2 présentations, plus avec le témoignage ce matin de la personne qui disait mais que font les gens pour nous et que fait-on Oui, mais c'est sûr que la justice manque aussi de moyens et pour accueillir ces personnes-là, il y aurait besoin de formation, de sensibilisation à tout ce qui est les questions des violences sexuelles. Après, il y a d'un côté
le besoin de réparation et de reconnaissance par le parcours judiciaire qui doit être facilité et raccourci, c'est une évidence. Et d'un autre côté, il y a la réparation qui va aussi arriver par le travail psychothérapeutique. Et je pense que c'est hyper important de se former au psychotrauma en fait, parce que pour moi, dans la dicto, il y a quand même beaucoup de psychotrauma et de pouvoir savoir prendre en charge ces problèmes spécifiques. C'est bon, plus d'autres questions. Donc, merci beaucoup Maïté. Bonjour à tous et ça fait super plaisir. Merci à la MMPCR pour tout le travail qui a été fait en amont. On a parlé depuis ce matin de beaucoup de problématiques qui sont rencontrées. Les témoignages étaient assez édifiants, bouleversants. Alors, c'est pas la situation de tous les camsexeurs, comme tu l'as bien précisé, mais ce sont des situations auxquelles on a à faire face et qu'on traite, nous, dans Aide, avec certains de nos partenaires depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. L'historique entre les assos VIH et le chemsex, il est simple. Les premiers chemsexeurs sont arrivés avec des contaminations VIH ou VHC. C'est donc ce qui a expliqué le fait que ce soit les associations SIDA qui s'emparent de la thématique en premier. Majoritairement, et aide, parce qu'en plus, on a une asso communautaire et très marquée gay ou HSH, et donc forcément, on a dû apporter et tenter d'apporter des réponses. Je vais essayer d'être très bref, 10 minutes pour 10 ans d'expérience comme sexe, ça fait assez court, ça fait 1 minute par an. Je ne vais pas y arriver, je préfère te le dire tout de suite. Pourquoi est-ce qu'on parle de stratégie d'intervention pluridisciplinaire et pourquoi on a décidé de s'investir et de s'engager sur ces stratégies? C'est parce que vous l'avez remarqué, les besoins sont totalement divers en fonction des chemsexeurs, de leur parcours, de leur pratique, de leur état à un moment donné, des contaminations, de leur vécu avec le VIH. C'est-à-dire qu'on est obligé d'apporter des réponses qui sont très diverses, très variées. Et pas une réponse universelle, magnifique, qui marcherait pour tout le monde. Ça, j'ai remis une définition qui fait consensus, qu'on a déjà abordé depuis ce matin, mais qui fait consensus, en tout cas, entre assos communautaires et acteurs engagés sur la réduction des risques. Donc voilà, je ne vais pas vous la relire, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est de noter le fait qu'aujourd'hui, on considère, nous, que le chemsex est une véritable pratique sexuelle. On l'a entendu à travers le témoignage, Vous vous branchez, vous vous connectez sur Grindr à n'importe quel moment, vous avez jusqu'à 90% des sollicitations qui sont liées à du chemsex. Il ne s'agit donc plus du tout d'une pratique d'usage de drogue, il s'agit d'une pratique sexuelle identifiée comme telle au sein de certains groupes et certaines communautés, dont la communauté gay, qui n'est pas la seule, mais comme Anne Souris est partie, je ne suis pas obligé de me justifier sur les hétéros et la population générale dans le chemsex. Et merci Anne Souris d'être partie. Ça m'évite, ça te fait gagner du temps en plus. T'es contente? Les constats, je vais essayer de le faire très rapidement pour vous montrer pourquoi on intervient sur ces questions-là. Pratiques sexuelles et d'usage de produits, naturellement des pratiques qui peuvent être potentiellement à risque. On multiplie le nombre de partenaires, c'est du sexe en groupe, on est dans l'hyperconsommation sexuelle, on est dans le multipartenariat. Donc forcément, dans des communautés à forte prévalence VIH, IST, qui n'étaient pas très marquées VHC, qui le sont devenus par la suite, bien évidemment que ces pratiques comportent des risques, qu'on a déjà évoqués un petit peu. Une appropriation partielle des stratégies de prévention sexuelle et de RDR, c'est vraiment l'un des objectifs de cette de ma très courte présentation d'aujourd'hui, c'est vraiment le chemsex, on ne peut plus le traiter d'une manière, c'est pas une question de problématique d'usage de drogue, c'est pas non plus une problématique de sexualité, le chemsex, c'est les deux en même temps. Dissocier et vouloir traiter de cette problématique d'un côté RDR ou d'un côté uniquement prévention sexuelle ne fonctionne pas. Il faut aborder la question de sa globalité, c'est ce qu'on fait à Aide, et je tiens absolument à cette notion. Appropriation partielle, parce que beaucoup de primo-consommateurs, une culture des drogues peu connue, pas beaucoup d'usagers finalement, qui étaient déjà des usagers de produits tels qu'on les connaissait dans les XAPA et les Carudes, et donc beaucoup de gens qui rentrent dans la consommation de produits à travers le chemsex et dans la primo-consommation et la primo-injection, ce qui entraîne des risques bien supérieurs naturellement, ce qui nous oblige à intervenir précocement en réduction des risques et sur l'ensemble des stratégies. Forme prévalence, je vous en ai déjà parlé, la question de l'hyperconsommation.
Ma camarade, juste avant, a parlé déjà des addictions, donc je vais éviter de parler de ça. Effectivement, la question de l'hyperconsommation, moi je ne parlerai pas d'addiction sexuelle, mais plutôt d'hyperconsommation. Est-ce que ce sont des addictions, est-ce que ça n'en sont pas? C'est pas moi qui vais le décider maintenant et ce serait bien trop simpliste comme approche. En tout cas, la question de l'hyperconsommation et la difficulté, voire l'incapacité à gérer aujourd'hui ou à contrôler ces consommations est une des problématiques qui fait qu'on est obligé aussi de travailler là-dessus sur la prise en charge des chemsexeurs. Les prévalences très élevées aux conduites addictives, on est sur de la consommation de stimulants, même si le GHB n'en est pas un. Le reste, ce ne sont que des stimulants. Les stimulants entraînent des conduites addictives, du craving et l'envie irrépressible de reconsommer. On l'a déjà dit, c'est pas nouveau. On ne l'a pas inventé avec le chemsex, ça existait déjà avec la cocaïne. Sur les populations, Perrine et mes collègues, mes camarades chercheuses l'ont bien expliqué, entre 10 et 20% des gays, selon les études, qui auraient déjà expérimenté ou au moins eu une expérience de chemsex. Ce qui veut dire que ce n'est pas un phénomène anecdotique, ça concerne beaucoup de gens de la communauté gay. 20 à 30% qui déclarent rencontrer des problèmes dus à leur pratique. Tous les groupes et classes d'âge sont concernés. Tous les statuts sérologiques, séronégatif, séropositif. C'est fini l'époque glorieuse d'il y a 10 ans, quand on pensait, nous, que dans le chemsex, c'était un truc que des mecs de 45 ans, séropositifs depuis très longtemps, expérimentaient pour essayer d'alléger un petit peu les problématiques et les souffrances et le fait d'avoir vécu les stigmates liés au VIH. C'est faux, aujourd'hui on a beaucoup de jeunes aussi, et 30% de séronégatifs ou de séro-interrogatifs dans ces groupes. Les déterminants de santé, les déterminants sociaux à prendre en compte, on l'a aussi évoqué. Et bien sûr, le système répressif. Je regrette que les politiques soient partis, mais en même temps, c'est pas Jean-Luc ou Anne qui aurait été en opposition avec ça. Aujourd'hui, notre système, le système prohibitionniste français, ne nous aide pas. L'homophobie ne nous aide pas non plus. On l'a évoqué juste avant, il y a eu une question de ma camarade là-bas. Une question extrêmement pertinente. Oui, c'est vrai, quand on est gay, quand on est usager de produits, c'est déjà un double stigmate. C'est extrêmement difficile de trouver des interlocuteurs, de pouvoir parler de sa sexualité, de son orientation sexuelle. C'est très difficile de pouvoir parler d'usage de produits. Muriel, tu as fini en évoquant les violences sexuelles dans nos groupes. Vous imaginez qu'au quotidien, nous, nos équipes reçoivent ou accueillent des chemsexeurs qui ont vécu ou qui ont subi des violences sexuelles pendant une partouze le week-end ou à un moment. On est accompagné aujourd'hui, un gay usager de drogue dans un commissariat pour aller porter plainte parce qu'il est allé volontairement prendre des produits dans une partouze et il dit s'être fait violer. C'est un parcours du combattant. Donc c'est vraiment réduire les stigmatisations et les discriminations et en direction des chemsexeurs, dont sont victimes les chemsexeurs est une priorité. J'essaie d'aller très 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 vite. L'offre pluridisciplinaire est insuffisante, on l'a tous dit, la psychiatrie, la psychothérapie, les professionnels de santé mentale sont saturés. La période Covid ne nous a pas aidés, c'est-à-dire qu'on avait tous ceux qui allaient pas trop mal mais qui vont carrément pas bien. Donc du coup, on a des délais d'attente qui sont extrêmement longs. C'est en ça que les assos et l'autosupport communautaire peut, en tout cas dans un premier temps, répondre à des besoins. Parce que là, on est au moins là, nous, pour écouter, en plus de la réduction des risques et de la prévention sexuelle, on est au moins là pour écouter les gens et en attendant aux besoins et sur leurs demandes, une prise en charge en psy si elle est nécessaire. Déficit de sensibilisation et de formation des soignants et des acteurs de la prévention, je crois qu'on est tous unanimes là-dessus. Trop de médecins encore, trop de médecins ou trop de soignants qui ne connaissent pas les pratiques ou qui ont de mauvaises pratiques en direction des gays. C'est bien l'objet de cette réunion d'aujourd'hui, c'est bien de faire monter tout le monde en compétences et c'est essentiel. Et merci à la MLPCR. L'offre pluridisciplinaire, c'est quoi? C'est offrir des approches diversifiées, des stratégies d'intervention en fonction des besoins exprimés par les usagers. Ces besoins, ils peuvent être en santé sexuelle, ils peuvent être des besoins en prévention, ils peuvent être comment est-ce que je m'injecte, c'est quoi tel produit. Tout ça, on l'a déjà dit depuis ce matin, mais c'est extrêmement important parce qu'on ne sait jamais ce qu'un chemsexeur va demander quand il rentre dans un lieu d'accueil de aide ou quand il rentre sur un dispositif d'écoute de aide. Proposer une offre en santé sexuelle complète, dont prévention sexuelle, mais pas que. L'épanouissement, l'estime de soi, être heureux, sont des choses qu'on ne prend pas assez en compte. Aujourd'hui, la santé sexuelle en France, c'est en gros protège-toi du VIH
et fait attention à la syphilis. Ça me semble être un peu léger, on va essayer d'y réfléchir et d'y travailler en étoffant un petit peu l'offre, et surtout, et en tenant compte d'approches innovantes, et là je laisserai plus la parole à Catherine sur ces questions-là, mais effectivement, le chemsex, ce sont de nouveaux produits, de nouveaux usages, et surtout de nouveaux contextes de consommation. On ne peut plus les traiter comme on les traitait dans les carudes ou les XAPA depuis des années et des années. On a vu arriver de nouvelles molécules, de nouveaux produits, différents types de consommation, des primo-injecteurs gays qui ne savaient pas ce que c'était qu'une seringue et qui se mettent à s'injecter des nuits entières en partouze. Tout ça, ça exige des professionnels de la RDR d'innover, de se moderniser, de s'adapter au public. Et enfin, le troisième pilier de cette offre pluridisciplinaire, prévention sexuelle, RDR drogue, et bien sûr l'orientation vers le soin. Là encore, je n'ai pas de recette miracle. Je ne sais pas s'il est mieux d'envoyer un chemsexeur voir un psychiatre, ou un psychothérapeute, ou un sexologue, ou un addicto, ou je ne sais qui, ou un prêtre, enfin j'en sais rien. Toujours est-il que nous, à Aide, on essaie d'écouter la personne et de la diriger vers... déjà quelqu'un qui va être disponible et qui a encore des créneaux. C'est déjà le premier truc. Et puis surtout essayer, on travaille aussi en partenariat avec Narcotique Anonyme, essayer de, en tout cas, avoir une offre plurielle, avec, sans s'arrêter. On n'a pas de recette miracle aujourd'hui, tant les problématiques rencontrées par les usagers sont diverses et complexes. Et enfin, peut-être que ça, je vais peut-être en finir, mais c'est important de parler de ça. Il faut, on a parlé, merci à, je crois que c'est Perrine qui a dit ça ce matin. Merci à toi. On parle plus de la santé tout le monde se fout de la santé des personnes vivant avec le VIH. En fin de compte, il y a un truc qui est formidable depuis 1996, c'est qu'on a des traitements antirétroviraux. On a tous des charges virales indétectables, on ne meurt plus, on ne va plus dans les hôpitaux. Donc c'est merveilleux, faisons des économies de santé. Et donc au lieu d'aller voir chaque trimestre un médecin, un infectiologue, on va le voir une fois par an, tout le monde est content, le ministère de la Santé en tête, et la CPAM aussi. Ça fait des économies et ça fait beaucoup moins d'argent à dépenser. Sauf que le problème, c'est que on ne voit pas les gens de manière suffisamment rapprochée. On ne peut pas se satisfaire aujourd'hui de la prévention des personnes vivant avec le VIH en les voyant une fois par an et en faisant un bilan sanguin par an. On n'est pas capable d'estimer si la personne n'a pas chopé la syphilis, n'a pas des chlamydia, si elle n'a pas l'hépatite C. Donc ça c'est un vrai truc de plaidoyer, et un vrai truc de plaidoyer politique. Il faut ramener vers le soin les personnes séropositives, même quand elles ont une charge virale indétectable et qu'elles se portent très bien, comme moi. Mais ça ne suffit pas malheureusement pour savoir si on n'a pas d'autres besoins. Ici j'ai développé, mais je pense que je ne vais plus avoir le temps, mais je n'ai pas vu de petit panneau pour l'instant. Donc tu m'as déjà envoyé non, je suis terrorisé en fait. Tu vois, je suis complètement terrorisé. On fait quoi? La prévention, c'est la prévention, la RDRS, la réduction des risques sexuels. On préfère utiliser ce mot à aide. La réduction des risques sexuels, c'est quoi pour les chemsexeurs? C'est bien évidemment développer une prise en charge dans les centres de santé communautaires et pluridisciplinaires. La santé communautaire, c'est pas un fantasme. C'est difficile aujourd'hui pour les gays de parler, mais pas que les gays. C'est difficile pour toutes les minorités de genre et pour tout le monde. Donc, ce serait pas mal qu'on ait un peu d'argent et que le pouvoir public nous mette un peu d'argent sur nos lieux de prise en charge communautaire, ou en tout cas de développer une approche pour avoir des soignants qui sont identifiés et formés à ces bonnes pratiques et à ces publics. Favoriser l'approche d'éducation par les pairs naturellement et l'autosupport. Elle n'est pas une asso médico-sociale, on est une asso d'autosupport, une asso communautaire. Et puis changer aujourd'hui les paradigmes de prévention. Il faut inciter au dépistage, chaque 3 mois pour le dépistage à VIH, mais aussi aux hépatites et aussi aux IST, parce que ce sera le seul moyen de faire baisser les charges virales communautaires et la dynamique épidémique dans ces groupes, dans le chemsex. Le test and treat, c'est pas une invention pour les conférences internationales SIDA, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire aujourd'hui, parce que le problème c'est que laisser un chemsexeur pendant 6 mois, 8 mois, 10 mois sans faire un bilan sanguin, c'est autant de gens qui seront infectés à la syphilis ou infectés à d'autres choses.
Donc il faut absolument, impérativement raccourcir ces délais et avoir de véritables parcours de santé chaque 3 mois qui prennent en compte la santé mentale, mais pas que des chemsexers. Bien sûr, développer les méthodes biomédicales. TASP, c'est bien, les séropos ne contaminent plus, c'est super, on est hyper content, on est aussi très content qu'ils prennent la PrEP. Ne pas aujourd'hui prescrire la PrEP à des gens qui sont chemsexers est juste complètement incohérent, parce qu'ils finiront par se contaminer. Et donc, ça doit devenir une règle. Naturellement, le TPE, on en a parlé aussi. Innover sur les moyens de prévention, la prévention comportementale, je ne vais pas vous mentir. Quand on est en partouze depuis 8h à 10 dans un appartement obscur, l'usage du préservatif, on va passer à autre chose. Donc, parce que ça ne sert absolument à rien, personne n'en utilise. D'où l'importance de la prévention biomédicale. Enfin, je vais essayer de finir et pouvoir repasser la parole à Catherine sur la RDR drogue, parce que je pense que là, toi, tu vas développer là-dessus. Stratégie innovante. On s'injecte, on consomme, on sniffe, on utilise un plug anal, on utilise des tas de produits différents. Hein. On a parlé des gatinones, de la cocaïne, de la kétamine, du GHB, de la polyconsommation, on n'en a pas parlé beaucoup, mais on peut parler de la polyconsommation, on peut parler des produits érectiles, on peut parler des benzodiazépines pour descendre. Enfin, il y a beaucoup. Finalement, c'est une pharmacie. Hein. Chaque appartement de chemsexer est une petite pharmacie ou un petit labo, donc c'est pas inintéressant. Favoriser l'accès aux outils de réduction des risques, c'est pas suffisant. Il n'y en a pas dans les saunas. Là aussi, c'est du plaidoyer politique. Il faut que les saunas, il faut que les backrooms gays, aujourd'hui, cessent de se réfugier derrière la loi de 70 où la pression policière est distribuée du matériel d'injection ou de matériel de consommation stérile. Sinon, on aura des contaminations dans ces espaces. Ça fait partie de nos revendications. Développer l'analyse de produits. Les dispositifs sont insuffisants, ils sont insuffisamment financés, insuffisamment soutenus. On ne peut pas attendre 3 semaines pour savoir si la catinone qu'on a achetée sur Internet est bien de la 3-MMC. En 3 semaines, on l'a déjà consommée, on en a déjà racheté 10 fois. Donc c'est complètement délirant et ça ne va pas assez vite. L'accompagnement à l'injection, on n'a pas beaucoup parlé des dommages sur le réseau veineux, des dégâts, mais peut-être que tu vas revenir dessus. C'est une priorité aussi. Et je crois que c'est juste après, si on a de la chance, c'est ma conclusion. Regarde. Tu es fier. Tu es fier de voir. Renforcer les capacités des chemsexers à se protéger, bien sûr, c'est idiot de dire ça, mais pourtant il faut de l'éducation, il faut les éduquer. Il n'y a pas de culture de drogue, j'ai déjà dit, beaucoup de primo-consommateurs, beaucoup de jeunes, beaucoup de produits, beaucoup de choses à savoir. C'est beaucoup plus technique que de prendre un extra 2 fois par an, le soir de son anniversaire et le soir du jour de l'an. Effectivement, là, on est dans des pratiques un tout petit peu plus à risque. Pour proposer une offre de soins pluridisciplinaire afin d'améliorer la santé globale et la qualité de vie des chemsexers. Assurer une prise en charge précoce et un suivi régulier, j'en ai déjà parlé. Réduire la discrimination et stigmatisation. Et l'écoute, la bienveillance, l'approche positive et le soutien. Et j'ai fini, merci beaucoup. Bonjour, donc je suis Catherine Duplessis, directrice de l'association SAFE et coordinatrice du réseau national de réduction des risques à distance. Et donc, dans la continuité de ce que Fred a commencé à faire, donc je vais vous parler de réduction des risques en contexte de chemsex. La première chose, c'est pourquoi en 2022, on en est encore à faire un focus sur la RDR en chemsex. Eh bien, pour enchaîner avec ce que Fred a dit, la question de l'accès au matériel, c'est encore un vrai sujet. Donc, il y a plein de choses à dire sur l'accès à la RDR, mais on va commencer par parler des difficultés d'accès au matériel. Donc, j'ai pris quelques témoignages, et on en a de très nombreux qui arrivent en RDR à distance. Donc, je viens vers vous car j'ai besoin de matériel d'injection et de sniff. C'est un ami avec qui je pratique le slam et le chemsex qui m'a parlé de vous. Je n'ose pas me rendre dans une association car peu de gens savent que je me drogue, mais uniquement dans le cadre sexuel. Je n'ai vraiment plus beaucoup de matos et je ne veux pas refaire, comme une fois, me servir de la seringue d'un pote. Pour sniffer, je me sers d'un billet ou d'un truc du genre. Autre témoignage, je me présente rapidement. Je suis X, 32 ans, gay. Je suis indétectable depuis 5 ans et je pratique occasionnellement le slam depuis 1 an en gros. Ça peut être 1 fois par semaine, parfois même tous les 15 jours. Rien de quotidien ou de très rapproché.
J'allais à la pharmacie pour aller chercher les Steribox quand j'en avais besoin, mais un jour en y allant pour récupérer mes boîtes, 2 pharmaciennes m'ont jugée à travers leur regard et j'ai vu qu'elles parlaient de moi. C'est à partir de là que je n'ai plus voulu y aller et je me suis sentie mal. Dernier témoignage, je me fournis habituellement en pharmacie, jamais très à l'aise, sans parler du manque de dispo et des marges honteuses qu'ils font sur ce type de matériel. Pareil pour les Steribox, qui sont encore avec les filtres coton et parfois vendus 2 € pièce. C'est habituellement un ami qui se charge de mes seringues usagées, mais je suis preneur d'un endroit discret, ce serait plus commode. Bien, donc j'ai pris ces témoignages, nous en avons beaucoup d'autres. Donc en vrai, on fait aujourd'hui encore un focus sur la réduction des risques, notamment pour les chemsexeurs, parce qu'un certain nombre de difficultés subsistent en termes d'accès à la réduction des risques, et notamment pour l'accès au matériel. Donc la première problématique concerne les questions d'anonymat et de discrétion. On a un certain nombre d'usagers qui ne veulent pas aller, notamment dans les CARUD et les XAPA, pour ne pas être repérés comme fréquentant ce type d'établissement. Des personnes qui ne veulent pas aller dans des associations communautaires, et notamment les associations communautaires gays, pour ne pas être identifiées. C'est notamment le cas dans les petites villes de province. Le deuxième aspect, c'est tout ce qui est lié au jugement, donc énormément de témoignages de personnes qui se sentent jugées, et notamment en pharmacie. Donc là, c'est très clair, on est là pour faire de la réduction des risques, pas de la suppression des risques. On n'est pas là pour dire aux personnes d'arrêter de consommer. Et donc la réduction des risques, ça passe notamment par l'accès au matériel de consommation et le matériel de réduction des risques sexuels. Un troisième aspect qui est souvent évoqué, c'est la question de l'accès au matériel en quantité adaptée. Et la quantité de matériel disponible. Donc il faut bien avoir en tête que pour les personnes qui viennent chercher du matériel pour des sessions chem, c'est souvent des personnes qui viennent chercher 200, 300, 400 seringues pour le week-end, voire plus. Et évidemment, si on doit aller chercher 400 seringues en pharmacie et qu'on les achète en Steribox, ça veut dire avoir 200 Steribox dans son sac et puis en plus les avoir, bon, en vrai, en pharmacie, vous ne les avez jamais. Et puis, enfin, ça pose plein de difficultés pratiques. Et voilà, donc il y a cette difficulté-là en pharmacie. Il peut y avoir également, dans un certain nombre de CARUD et XAPA, des difficultés pour prendre du matériel en quantité. Il y a ensuite la question de la performance des matériels disponibles. Un des usagers dans son témoignage parlait du fait qu'il n'y avait encore que des Steribox avec les filtres coton. Donc effectivement, la question d'accéder à des filtres qui sont dits stérilisants, c'est quelque chose d'absolument indispensable. Donc ça sera présent dans les futures trousses de prévention, mais aujourd'hui ce n'est pas encore le cas. Donc il y a pas mal de difficultés sur le type de matériel disponible. Il y a ensuite de nombreuses difficultés rencontrées en termes de savoir et d'autonomie des usagers. On va y revenir un peu plus loin, mais effectivement, être en capacité de savoir comment injecter, savoir où obtenir le matériel, c'est encore des sujets qui sont très problématiques. Et puis, bien sûr, comme ça a été évoqué, la question du prix, qui reste encore un vrai problème dans un certain nombre de pharmacies. Alors, non seulement il y a un problème d'accès à la réduction des risques, mais quand on parle chemsex, on ne parle pas que de la réduction des risques que nous avions l'habitude de faire avec nos usagers de drogue. On est là avec la nécessité de développer une RDR qui est spécifique. Cette RDR spécifique, elle doit l'être pour plusieurs raisons. D'abord parce que, comme l'a déjà dit Fred, et puis comme ça a déjà été longuement évoqué, on parle à la fois de drogue et de sexe, donc il va falloir faire une RDR adaptée aux deux thématiques. Ensuite, parce qu'on parle de nouveaux produits, enfin le plus souvent en tout cas, de nouveaux produits, notamment les nouveaux produits de synthèse, qui sont des produits qui ne se prennent pas forcément comme se prenaient les produits classiques, pas forcément dans les mêmes dosages, qui ne vont pas forcément entraîner le même vécu pour les personnes qui les consomment. Et donc, il va falloir être en capacité d'avoir une réduction des risques qui nous permette de traiter ces points-là avec les usagers. Ensuite, parce que les matériels de RDR que nous avions classiquement dans nos structures de RDR drogue ne sont pas suffisants pour répondre à l'ensemble des besoins des usagers.
Ensuite, parce que nous travaillons avec des personnes qui vont consommer dans des contextes de consommation qui sont différents, et ces contextes vont entraîner des prises de risques que nos usagers classiques n'avaient pas. Et puis pour finir, parce qu'on a affaire à des profils de public qui sont différents, hein, ça a déjà été évoqué ce matin, des profils de public très divers. Et notamment parce que parmi ces publics, un certain nombre n'ont pas forcément l'information nécessaire pour gérer leur consommation. Donc, autrement dit, il va falloir, dans nos stratégies collectives de réduction des risques, que nous soyons en capacité de nous former aussi bien sur les thématiques sexe et drogue pour pouvoir parler des deux sujets, que nous soyons en capacité de nous informer auprès des usagers sur les contextes de consommation pour bien comprendre les prises de risques et adapter nos discours et nos stratégies de réduction des risques en conséquence, que nous soyons en capacité de nous former sur les nouveaux produits de synthèse. Cette formation, elle doit être très régulière parce qu'en fait, les produits évoluent très rapidement et donc on a besoin de mettre à jour nos compétences, nos connaissances vraiment de manière très régulière. Et il y a un vrai besoin, là encore, pour les professionnels de disposer, si possible, de veille de la part d'équipes qui sont vraiment des professionnels du sujet pour bien connaître les produits, les risques et savoir conseiller les usagers. Ensuite, bien sûr, élargir notre palette d'outils pour pouvoir répondre aux différentes problématiques. Et puis, développer des outils qui vont permettre d'informer les usagers. Et ça veut dire à la fois créer des supports d'information, mais aussi être en capacité d'aller vers ces usagers pour pouvoir les informer. Alors, je vais vous présenter rapidement quelques outils et quelques pistes que nous avons explorées à SAFE pour mettre en place une RDR spécifique pour les chemsexeurs. La première chose que je voudrais dire en préambule, c'est que pour développer une RDR spécifique pour les chemsexeurs, on ne peut le faire qu'à la condition de travailler collectivement avec, bien évidemment, d'accord, des professionnels de la réduction des risques, mais aussi les usagers, parce que ce sont eux qui vont vraiment nous aider, nous informer, nous permettre de vérifier la pertinence, l'acceptabilité de ce qui va être mis en place. Travailler également avec des équipes de recherche sans qui on n'aurait pas le recul et l'information nécessaire pour avancer. Et puis, bien évidemment, tout ce qui va être laboratoire et entreprises partenaires qui vont aider à développer ces matériels. Ça doit donc être un travail collectif. La première piste donc, que nous explorons à SAFE, c'est de travailler sur une amélioration de l'accès au matériel de consommation. Et on a développé pour cela maintenant depuis plus de 10 ans un programme qui s'appelle la réduction des risques à distance, qui est un programme d'accueil, d'accompagnement par téléphone et mail, d'orientation des usagers et d'envoi de matériel de réduction des risques par la poste. Alors ce programme en fait de RDR à distance, il propose plusieurs avantages pour améliorer l'accès au matériel de consommation. D'abord, il permet d'envoyer le matériel en quantité adaptée aux besoins de chacun. Et là, donc, il n'y a pas de problème de disponibilité des matériels. On va vraiment faire du sur-mesure dans la quantité adaptée à chaque consommateur ou chaque groupe de consommateurs. Ça permet cette diffusion de rendre les usagers autonomes dans leur accès au matériel de consommation et pas forcément être dépendant de la personne dans le groupe qui amène le matériel de consommation. Donc les personnes peuvent être autonomes dans la commande de matériel, mais aussi dans l'information. On va y revenir sur comment on s'en sert et comment on va pouvoir être en capacité d'avoir sa propre pratique d'injection. C'est un programme qui répond aussi à la question du coût puisqu'il est intégralement gratuit. Et puis bien sûr, on répond aussi aux problématiques de discrétion puisque le programme permet un envoi sans aucun caractère visible à l'extérieur. C'est discret, c'est confidentiel et il n'y a évidemment aucun jugement dans l'accompagnement des usagers. L'autre chose en termes d'accès au matériel de consommation, c'est le renforcement du dispositif d'automate de réduction des risques qui permet l'accès gratuit 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 au matériel de consommation. Et là encore, donc c'est un dispositif qui permet d'avoir un accès anonyme, sans jugement, en toute confidentialité. Le dispositif d'automate de réduction des risques parisien est très utilisé par les chemsexeurs. On a un programme qui nous permet d'analyser
les résidus de drogue présents dans les seringues usagées. Et à Paris, plus de 70% des seringues contiennent des catinones. Alors, le fait qu'elles contiennent des catinones ne signifie pas forcément que ce sont des chemsexeurs qui les ont utilisés, mais on sait que, enfin, évidemment, c'est un des critères qui nous permet de conclure aussi à cette utilisation massive par les chemsexeurs. Ensuite, une autre piste que nous explorons, c'est le fait de renforcer les savoirs et les savoir-faire des usagers, de les rendre plus autonomes dans leur pratique de consommation et dans leur accès à la réduction des risques. Donc pour cela, nous avons développé un certain nombre d'outils, dont des livrets qui permettent de connaître les matériels de consommation. Donc c'est les carnets experts RDR qui sont sur le stand. Donc il y en a actuellement qui présentent les matériels de RDR, l'éducation à l'injection. Et puis nous sommes en train de travailler sur un livret spécifique pour les chemsexeurs. Donc au-delà des livrets et puis d'un certain nombre de flyers qui sont disponibles, nous proposons également à distance des séances d'éducation à l'injection. Et puis, puisque nous évoquions l'inadaptation du cadre réglementaire, rappelons aussi qu'aujourd'hui, la législation qui encadre AERLI ne permet pas, en théorie, les accompagnements à domicile ou dans un cadre hors sécurisé du cadre du CARUD, et ce qui est un vrai problème si on veut pouvoir faire de manière cohérente de l'accompagnement là où les chemsexeurs ont besoin d'un accompagnement. Pour rendre également plus autonomes les usagers, nous avons développé dans le cadre de ce programme RDR à distance le dépistage à distance. Donc les personnes sont en capacité de faire chez elles des dépistages. Donc on propose soit des autotests, soit des tests buvards qui permettent d'avoir le dépistage combiné du VIH, des hépatites B et C et de la syphilis. Avec donc le prélèvement qui est fait chez soi et puis un rendu par notre médecin par téléphone. Ensuite, nous travaillons sur l'adaptation de la palette de matériel de RDR en direction des usagers. Donc il y a évidemment des outils que nous proposons aujourd'hui que nous ne proposions pas avant d'accueillir les chemsexeurs. Bon, il y a évidemment bien sûr les préservatifs internes, externes et les gels lubrifiants. Nous proposons également maintenant du matériel de FIST, des désinfectants pour les toys, des chants, des draps, enfin tous les supports jetables ou les supports qui vont permettre d'être changés entre les différents partenaires, et puis du matériel d'hygiène intime. Nous travaillons également sur une adaptation de la palette d'outils de matériel d'injection et de consommation de manière plus générale. Donc nous avons mis en place des kits plug. Nous avons mis également en place les kits d'atomisation nasale. Donc en fait, ce sont des kits qui permettent d'optimiser l'absorption par les muqueuses. Donc c'est utilisé en alternative au sniff, mais c'est également utilisé pour le plug, puisque ça permet également une absorption optimale des produits par la muqueuse anale. Nous avons mis en place également une pipe dite universelle, donc, qui peut être utilisée pour tous les types de produits, qui soient des poudres, des cristaux, des cailloux. Alors là, ce n'est pas les champs que vous devriez voir apparaître, mais ça va me permettre bien d'insister dessus. C'est tout le matériel de dosage et de pesée. Avec les nouveaux produits et l'évolution des produits, il y a des vrais problèmes de surdosage qui se posent. Et aujourd'hui, les matériels de dosage et de pesée ne font pas partie de la liste de matériel recommandés en réduction des risques, alors qu'ils sont absolument indispensables. À titre d'exemple, on a des usagers qui changent de produit parce que l'un ou l'autre n'est plus disponible et qui pensent que à l'œil, ils vont en prendre la même quantité, ou qui avaient l'habitude de peser au dixième de gramme, au centième de gramme, sauf que même en pesant au centième de gramme, c'est hyper dangereux. Donc il faut travailler sur de la pesée au millième de gramme. Voilà, tous ces points-là de dosage et pesée, c'est indispensable, ça doit faire partie de la palette d'outils. Il faut que ça rentre dans les listes de matériel recommandés. Et puis enfin, des matériels pour l'usage individuel. Donc on a des usagers qui vont préparer en avance des seringues. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir des gommettes de couleur. Ils vont non seulement pouvoir savoir à qui est le matériel, mais surtout noter quel est le produit et quel dosage pour ne pas se tromper. Les garrots de couleur également. Et puis des champs de soins qui vont permettre de délimiter son espace de consommation.
Voilà, je vous remercie. Je vous rassure, je vais faire vite, je n'ai que 53 slides. Alors, en complément de ce qui a été dit, moi je vais vous... je vais vous parler du RPIB de l'aller vers, chemsex des usagers isolés et ou éloignés du soin. Alors, chemsex et HSH, les constats. Une offre pluridisciplinaire, on en a parlé, insuffisante et inégalement répartie sur le territoire. Insuffisante en termes de disponibilité, pas forcément. Un grand nombre d'usagers ne fréquentant pas les structures de RDR, isolés du soin, des primo-consommateurs, stigmatisation, on en a parlé, incapacité à se reconnaître dans une posture d'usager de drogue. C'est la raison pour laquelle il y a un vocabulaire spécifique qui est utilisé, effectivement, une difficulté des personnes à aller dans les carudes parce qu'ils ont l'impression d'être confrontés au punk à chien et du coup ils s'y reconnaissent pas. Consommation ne présentant que peu d'effets indésirables ou délétères, usagers non pré-peur ou VIH interrogatif ou négatif. Un recours aux structures et aux soins tardifs à l'apparition des symptômes ou des problématiques et des usagers éloignés géographiquement. Ça, c'est les petits dépliants que vous avez sur le stand. Nous sommes très fiers. Le aller vers, un repérage précoce de nouveaux enjeux. 2 mots sur les dispositifs existants. On l'a dit déjà, structure d'accueil de RDRD, XAPA-CARUD, structure de prévention VIH et hépatite, services hospitaliers, psycho, addicto, professionnels en libéral, psy, addicto, sexo, médecin généraliste, autres structures. Quelle offre spécifique quelle offre de soins, de services spécifiques aux chemsexeurs, santé sexuelle, donc prévention sexuelle, réduction des risques, adaptés au contexte de consommation, aux pratiques et aux spécificités de ces groupes, prise en charge en addictologie, en psycho ou sexo, infirmiers, infirmières, médecins, dont prescripteurs, PrEP, TASP, VHC. Développer des méthodes d'intervention ou de RDR ou IRDR. Alors, je reviens sur la définition de RPIB qui était en introduction. Le RPIB est une méthode d'intervention... Ah oui, c'est des trucs bizarres, c'est pas la même petit pot. Le RPIB est une méthode d'intervention visant la modification d'un comportement. Il peut se terminer par l'orientation vers un dispositif spécialisé pour une prise en charge adaptée si cela est nécessaire et en accord avec les besoins exprimés par un usager. Cette méthode repose sur la bienveillance, l'empathie, l'écoute et la compréhension. Elle est non jugeante, altruiste et favorise l'autonomie des personnes. Repérer, c'est chercher à influencer positivement le parcours d'une personne sur la base de la perception d'un risque ou d'un dommage pour essayer de l'y soustraire en lui proposant une intervention que l'on sait efficace. Le repérage peut s'appuyer sur la clinique, la biologie ou des questionnaires ainsi que sur l'identification de situations à risque. Les personnes accueillies sont interrogées selon certains signaux ou indices qui permettent de déceler une situation qui pourrait induire des risques. Proposer une intervention brève, c'est intervenir sur une durée limitée, souvent quelques minutes, de manière unique et personnalisée, en étant à l'écoute et en lui proposant des informations et ou une orientation. On a vu quoi avec la typologie? Un petit bout, voilà. Le RPIB répond toujours à une demande exprimée une demande exprimée clairement par une personne en accord avec ses besoins. Le aller vers. Pour améliorer la santé de la population, les services de santé, sociaux et d'éducation ne suffisent pas. Certains citoyens ne sont pas en mesure d'accéder aux soins et à la prévention. Si on veut qu'ils en bénéficient, il faut aller à leur rencontre au sein de leur lieu de vie. La démarche du aller vers, c'est ainsi au cœur du travail social et elle s'appuie sur une éthique respectueuse du libre arbitre des personnes que l'on souhaite accompagner. Elle s'adresse aux exclus du système de santé sans attendre qu'ils expriment une demande d'aide, de préférence avant que les difficultés ne soient installées, mais sans imposer et sans juger. La démarche d'aller vers ne concerne pas que les personnes vivant dans la rue ou d'autres conditions indignes, squat, bidonville,
Elle s'avère pertinente pour toute personne ou tout collectif isolé ou ayant des difficultés à accéder aux soins et à l'ensemble de ses droits, quelle que soit la population concernée, et le terrain d'intervention aller vers, c'est avant tout respecter les désirs de la personne. Donc pour répondre à ce constat, chez Aide, nous avons développé un certain nombre d'outils d'aller vers par le biais de dispositifs d'écoute et de soutien à distance. Notre objectif est de permettre aux personnes pratiquant le chemsex de manière active et aux chemsexeurs en arrêt de consommation de rompre l'isolement, d'être écoutés, soutenus, orientés et de répondre à leurs questionnements et ou problématiques dans un contexte bienveillant et non jugeant. Nous avons donc mis en place un groupe sur Facebook, Info Chemsex by Aide. C'est un groupe d'échange, de soutien et d'information sur la réduction des risques, les problématiques liées à la reprise du contrôle ou à l'arrêt du chemsex. Fait par et pour les chemsexeurs, les personnes abstinentes ou souhaitant l'être. Groupe très réactif et soutenant, possibilité de poster de manière anonyme en contactant un administrateur du groupe, ou récemment on a mis en place la possibilité de le faire directement par les personnes. Nous avons une ligne WhatsApp, Signal, qui est une réponse individuelle dans les 24 heures avec un ou une militante de l'association sur la thématique chemsex. C'est vrai qu'on a une vraie mobilisation de notre réseau autour de ces thématiques-là et de plus en plus de personnes qui participent à l'animation et à la réponse de cette ligne. Écoute, soutien, formation et orientation. Les échanges se font du lundi au vendredi. On ne traite par contre pas les urgences psychiques ou physiques. Et c'est une ligne qui permet d'orienter vers le soin. Notre nouveau bébé, qu'on a ouvert il y a 2 mois, à peu près, c'est une ligne Telegram. Alors, cette ligne, par contre, se destine aux consommateurs et consommateurs actifs de chemsex, et c'est une ligne d'autosupport, groupe d'échange et de soutien sur une messagerie chiffrée. L'avantage, c'est que ça permet d'avoir une utilisation anonyme avec l'utilisation d'un pseudonyme. Il y a une autodestruction des messages au bout de 7 jours et on est assisté par un robot qui permet comme ça, étant donné qu'on est sur une population active, d'éviter les situations de revente, de deal, etc. Voilà. Nous avons également un chill-out visio-abstinent. On a appris, on a tiré de bons enseignements des confinements. Et c'est un groupe d'autosupport pour les personnes abstinentes, souhaitant l'être ou en poste de consommation. C'est un temps hebdomadaire qui se passe en visio, d'échange et de soutien sur les problématiques liées à l'arrêt du chemsex et sur la réappropriation de sa sexualité. Technique de RDR, d'évitement ou d'arrêt de consommation, et c'est tous les jeudis de 18h30 à 19h30. On va lancer cet automne un autre groupe Facebook, et ça trouve écho à ce qu'on a pu entendre aujourd'hui, à destination des intervenantes de santé. Ça sera un groupe d'échange pour les intervenants en santé mentale, addictologie, acteurs, actrices de la réduction des risques et de la prévention. Le but est d'améliorer sa pratique professionnelle et ses connaissances, renforcer ses compétences sur la thématique chemsex. Soutien et échange entre professionnels de santé, militants associatifs, amélioration de l'offre pluridisciplinaire, prévention sexuelle, réduction des risques, orientation vers le soin. S'informer, se mettre en réseau, monter en compétences. On a également, parce qu'on s'adresse à distance à des personnes, on a parlé de la RLI, mais c'est difficile de faire de l'RLI à distance. Donc en fait, on a développé un ensemble de vidéos qui permettent aux personnes qui justement n'ont pas ce background de consommateur d'apprendre les bons gestes afin d'avoir des pratiques qui soient le moins délétères possible pour elles. Rompre l'isolement, écouter, soutenir, maintenir le lien. Offrir des approches diversifiées en fonction des besoins exprimés par les usagers. Autosupport, approche communautaire, des usagers pour les usagers. Organiser sur la demande des usagers des suivis avec des professionnels de l'addictologie ou de la psychologie. Prévenir des comportements et une consommation problématique précocement. Gérer et réguler les consos. Offrir un réel parcours de santé globale aux usagers.
En conclusion, effectivement, on a dit donc toutes ces offres-là permettent pour ces nouveaux consommateurs d'avoir des clés pour faire en sorte que leur consommation, ils la fassent de manière la plus éclairée possible. Et notre objectif, effectivement, c'est de déployer le maximum d'outils innovants pour faire en sorte qu'aucun chemsexeur ne reste isolé et non accompagné. Détecter le plus précocement possible la pratique du chemsex afin d'éviter les conduites à risque et ou délétères. Et on en a parlé tout à l'heure, on parlait de l'accompagnement des PV-VIH. Une fois par an, un suivi médical, c'est pas suffisant, notamment lorsqu'il y a du chemsex, de la consommation de chemsex. Et donc, c'est faire en sorte de renforcer l'accompagnement des PV-VIH, chemsexeurs, afin d'avoir une régularité de suivi tous les 3 mois, avec un intervenant ou une intervenante en santé, médecin, dicto, psycho ou intervenant communautaire, en fonction des besoins exprimés par la personne, toujours avec écoute, bienveillance, approche positive et soutien. Et voilà, je vous remercie.